Le jour des 73 ans de ma mère, ma fille a tiré une chaise pour s'asseoir à côté de ses cousins. Mon frère, Colin, en a attrapé le dossier avant que Nora ne puisse s'y installer. Il l'a traînée à 60 cm de la table, le raclement des pieds sur le parquet assez fort pour faire taire toute la pièce. Nos enfants ne s'assoient pas avec la fille d'un condamné, lança-t-il. Nora se figea, une main toujours posée sur la chaise. Elle avait 17 ans, mais à cet instant, elle en paraissait de nouveau 6. Je la revoyais, debout devant le palais de justice, tandis que les journalistes criaient le nom de son père. J'ai attendu que ma mère le reprenne. Au lieu de cela, elle s'est penchée vers moi et a murmuré, ne rends pas les choses plus difficiles pour tout le monde. Alors, j'ai pris le manteau de ma fille, je l'ai raccompagnée dehors, et nous sommes partis sans discuter. 3 semaines plus tard, Nora a posé une vieille cassette mini DVD sur la table de notre cuisine. J'ai trouvé ça dans la caméra que papa m'avait donnée quand j'avais 6 ans, dit-elle. Il manque 14 minutes au DVD familial. La cassette avait commencé à enregistrer bien avant l'alerte à la tempête. À 19h40, le reflet d'une vitrine montrait Colin en train de subtiliser le porte-clés en cuir rouge d'Aron, son badge de service et sa veste de travail du porte-manteau. Puis, il est sorti par la porte de côté. À 20h18, une alerte à la tornade défilait sur la télévision, à la minute exacte où les registres de l'hôpital affirmaient que le badge d'Aron avait ouvert un couloir de service, à 24 minutes de là. Mais Aaron était toujours dans le salon de ma mère, il n'a jamais quitté le champ de la caméra. Près d'une demi-heure plus tard, Colin est revenu par la porte arrière, la veste d'Aaron pliée sous son bras. Une des manches était déchirée. Ma mère a jeté un œil vers le couloir et a chuchoté, remets-la en place avant que Monica ne le remarque. Mon téléphone a sonné avant que je puisse reprendre mon souffle. Le nom de Colin s'est affiché à l'écran. J'ai répondu sur haut-parleur. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis, mon frère a prononcé 7 mots qui ont tout changé, s'il te plaît, ne donne pas cette vidéo à la police. C'est là que j'ai compris. Colin n'avait pas humilié ma fille parce qu'il croyait son père coupable. Il l'avait humilié parce qu'il avait besoin que nous continuions à le croire. Avant de vous raconter comment 14 minutes manquantes ont révélé un mensonge vieux de 11 ans, dites-moi d'où vous m'écoutez. Restez avec moi jusqu'à la fin et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur les familles, les secrets et la vérité qui refusent de rester enfouis. 3 semaines plus tôt, je me persuadais encore que quelques heures inconfortables chez ma mère étaient un faible prix à payer pour maintenir le lien entre Nora et sa famille. Evelyne et il vivaient dans la même maison à 2 étages depuis 38 ans. Chaque anniversaire, chaque repas de Thanksgiving, de remise de diplôme ou de funérailles semblait se dérouler sous ces plafonds couleur crème. Enfant, j'avais cru que cette maison nous unissait. À 49 ans, j'avais compris qu'elle ne faisait que donner à ma mère un lieu où tout le monde connaissait les règles. Cet après-midi-là, la salle à manger était décorée de roses blanches et de chiffres en papier doré annonçant ses 73 ans. Colin avait tout organisé. Il avait engagé le traiteur, commandé le gâteau et invité plusieurs personnes du programme de désintoxication qu'il dirigeait. À chaque instant, quelqu'un le complimentait. On le remerciait d'avoir aidé un mari à devenir sobre ou d'avoir trouvé une place en cure pour la fille d'un autre. Colin acceptait chaque éloge avec la même humilité feinte, une main posée sur le cœur, comme s'il était surpris que la communauté le considère comme un homme bon. Ma fille restait en retrait. Nora avait 17 ans, grande et mince, avec les yeux sombres d'Aaron et mon habitude de me replier sur moi-même lorsqu'une pièce semblait hostile. Elle a proposé de ramasser les verres vides. Elle a aidé ma mère à porter les serviettes. Lorsque la famille s'est rassemblée autour d'Evelyne pour les photos, Nora a reculé avant que quiconque ne puisse lui demander de se joindre à eux. J'ai tout remarqué. J'ai aussi fait semblant de ne rien voir. Pendant 11 ans, je m'étais dit qu'ignorer les petites cruautés les empêchait de devenir plus grandes. Si je ne réagissais pas lorsque quelqu'un se taisait à l'arrivée de Nora, la conversation pouvait reprendre. Si je ne remettais pas en question l'absence de sa photo sur la cheminée de ma mère, peut-être que la prochaine photo de famille l'inclurait. Le silence était devenu l'outil que j'utilisais pour préserver des choses qui étaient déjà brisées. La condamnation d'Aaron suivait Nora partout, bien qu'elle n'ait eu que 6 ans lors de son arrestation. Il travaillait comme superviseur de la maintenance à l'hôpital du comté avant que des médicaments sous contrôle ne soient retrouvés dans son véhicule de service. Son badge avait ouvert un couloir près de la réserve de médicaments, et une caméra de sécurité montrait quelqu'un portant sa veste de maintenance. Aaron affirmait que les preuves avaient été fabriquées.
Ma famille répondait que les coupables rejetaient toujours la faute sur quelqu'un d'autre. J'avais passé 11 ans entre ces deux affirmations, sans jamais en choisir une pleinement. Lorsque le dîner fut annoncé, les enfants de Colin et les autres cousins se précipitèrent vers la longue table. Ma mère avait placé des marque-places devant presque chaque assiette. Il y en avait un pour chaque petit enfant, sauf pour Nora. Je la vis le remarquer. Son expression ne changea pas. Elle était devenue experte pour recevoir le rejet sans donner à celui qui le causait la satisfaction de voir sa peine. Il y a une chaise supplémentaire près du mur, dis-je. Je la pris avant que ma mère ne puisse s'y opposer et la placer près du bout de la table. Nora me remercia à voix basse, bien qu'elle n'aurait jamais dû avoir à remercier sa mère de lui trouver une place au sein de sa propre famille. Elle porta la chaise vers l'espace libre à côté de ses cousins. Colin bougea plus vite que prévu. Il attrapa le dossier en bois, le lui arracha des mains et le racla sur le sol. Le bruit déchira la pièce et stoppa toutes les conversations. Puis, il prononça la phrase que j'avais mentionnée plus tôt, devant ses enfants qui regardaient et ma mère assez proche pour le toucher. Personne ne défendit Nora. Une de mes tantes baissa les yeux vers son assiette. Le fils aîné de Colin parut embarrassé, mais il resta assis. Quelqu'un près de la cuisine fit semblant de réarranger des couverts. Je regardai ma mère, attendant le moindre signe qu'il y avait encore une limite que Colin n'avait pas le droit de franchir. Evelyne s'avança vers moi, pas vers lui. Sa voix était assez douce pour paraître raisonnable. Ne rend pas les choses plus difficiles pour tout le monde. Quelque chose en moi bascula. Pas de manière spectaculaire. Pas de courage soudain, pas de réplique parfaite prête à sortir de ma bouche. J'ai simplement compris que ma mère croyait que le problème n'était pas la cruauté de Colin. Le problème, c'était que Nora et moi pourrions forcer tout le monde à la reconnaître. Je tendis la main vers le manteau de ma fille. « Maman, ce n'est pas grave », murmura Nora. C'est cette phrase qui scella ma décision. Mon enfant venait d'être publiquement rejeté, et son premier instinct était de me protéger de l'inconvénient de la défendre. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas vrai. Je l'aidai à enfiler son manteau, pris le mien sur le porte-manteau et me dirigeai vers la porte d'entrée. Colin ne s'excusa pas. Ma mère nous suivit juste assez loin pour que les autres invités puissent l'entendre. « Monica, si tu pars, cela ne fera que prouver que tu es venue chercher la confrontation. » Je m'arrêtai, la main sur la poignée. Pendant des années, j'avais voulu que ma mère me comprenne. Ce soir-là, je réalisais que la compréhension n'avait jamais été le problème. Elle comprenait exactement ce que Colin avait fait. Elle préférait simplement que Nora absorbe les dégâts en silence. Je ne cherche pas la confrontation, lui dis-je. Je ramène ma fille à la maison. L'air froid extérieur me frappa le visage dès que j'ouvris la porte. Nora marcha jusqu'à la voiture sans se retourner. Pendant les 10 premières minutes du trajet, aucune de nous ne parla. Les lampadaires balayaient son visage, illuminant brièvement ses yeux avant de les replonger dans l'ombre. Finalement, elle demanda, « Papa l'a vraiment fait ?» Mes mains se crispèrent sur le volant. J'aurais pu répéter la réponse officielle. Aaron avait accepté un accord de plaidoyer, il avait purgé près de 4 ans de prison. Les registres de l'hôpital, le badge, la veste et les médicaments dans son véhicule, tout pointait dans la même direction. Mais ce n'était pas ce que Nora avait demandé. Je ne sais pas, admis-je. Elle se tourna vers la fenêtre. Tu dis toujours ça. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Tu étais à l'anniversaire de grand-mère. Ces mots touchèrent un point que j'avais mis tant d'efforts à éviter. J'avais été dans cette maison la nuit où Aaron avait été accusé. Je me souvenais d'une alerte à la tempête, d'enfants effrayés, de voix qui s'élevaient et d'Aaron partant en colère. Les détails s'étaient estompés, jusqu'à ce que je ne sache plus quels souvenirs étaient les miens et lesquels m'avaient été répétés par la suite. Nora essuya le coin d'un œil avant que je ne puisse feindre de ne pas le remarquer. « Pourquoi on y retourne tout le temps ?» demanda-t-elle. « Pourquoi on continue de voir des gens qui me traitent comme si j'étais une preuve contre quelqu'un ?» Je n'avais aucune réponse qui n'exposerait pas ma lâcheté. J'avais voulu que Nora ait des grands-parents, des cousins, des invitations d'anniversaire et des dîners de fête. J'avais confondu l'accès à l'amour et l'endurance à l'appartenance. Lorsque nous sommes rentrés, elle est allée directement dans sa chambre. Je suis resté assise dans la cuisine, mon manteau encore sur le dos, entendant le raclement de la chaise sur le sol de ma mère, encore et encore. Vers minuit, Nora est descendue avec son ordinateur portable.
Une demande de bourse inachevée remplissait l'écran. Le nom en haut était Nora Shaw. Ma conseillère a dit que je pouvais utiliser Ail, expliqua-t-elle. Ce serait peut-être plus simple s'il cherche mon nom. Je savais ce qu'elle voulait dire. La condamnation d'Aaron était encore facile à trouver en ligne. Tu peux utiliser le nom que tu veux. Je veux le mien. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, ce qui rendait sa déclaration plus forte. Elle ferma l'ordinateur et regarda vers la porte du sous-sol. Est-ce que tu as encore des affaires de papa? La question me serra la poitrine. Quelques boîtes. Des outils, des lettres, de vieilles photos. Je n'ai jamais tout trié. Je veux les voir. Nous sommes descendus ensemble. Le sous-sol sentait la poussière, le carton et l'amidon des fournitures que je stockais pour mon atelier de retouche. Nora fouilla les étagères pendant que je déplaçais des boîtes étiquetées avec des années que j'avais passées à éviter. Au fond d'une caisse en plastique remplie de jouets d'enfance, elle trouva un petit caméscope argenté. La poussière voilait l'écran, et un coin était couvert d'un autocollant délavé représentant un papillon bleu. Nora le tourna dans ses mains. « Je me souviens de ça, dit-elle. Papa me l'avait donné parce qu'il en avait acheté un plus récent. » Elle ouvrit le compartiment latéral. Une cassette mini DV était encore à l'intérieur. Sur l'étiquette, écrite avec les lettres violettes et inégales d'une enfant de 6 ans, se trouvaient 4 mots, anniversaire mamie, ma caméra. Nora remonta le caméscope avec autant de précaution que s'il contenait quelque chose de vivant. À la table de la cuisine, elle essuya la poussière de son boîtier argenté avec la manche de son sweat. L'autocollant du papillon bleu était devenu presque blanc, mais ses bords irréguliers portaient encore les marques des doigts de ses 6 ans. J'ai besoin d'un projet de préservation de médias pour les cours, dit-elle, les yeux fixés sur la caméra plutôt que sur moi. Je savais que ce devoir n'était qu'une partie de la raison pour laquelle elle était descendue chercher quelque chose qui appartenait à Aaron. Ce qu'elle voulait, c'était la preuve qu'il avait un jour existé en dehors des dossiers judiciaires, des photos de presse et des avertissements que ma famille attachait à son nom. Tu te souviens de l'avoir utilisé, demandai-je. Des bribes. Elle retourna la caméra et examina les ports. Papa me l'a laissé après en avoir acheté un nouveau. Je filmais surtout le sol. Un sourire réticent effleura mes lèvres. Tu filmais beaucoup tes chaussures. Peut-être que mes chaussures savent quelque chose. La blague était légère, mais aucune de nous ne rit longtemps. La batterie avait gonflé avec le temps et le chargeur manquait. Nora chercha en ligne le numéro de modèle, puis expliqua qu'il nous faudrait un lecteur de mini DV ou une vieille caméra avec une connexion FireWire fonctionnelle pour transférer la cassette sans l'endommager. Elle ne parlait pas comme une experte en criminalistique, mais comme une étudiante qui avait utilisé le matériel de l'école et regardé plusieurs tutoriels. De temps en temps, elle s'arrêtait pour admettre ce qu'elle ne savait pas. La date sur l'étiquette ne signifie pas forcément que la date de la caméra est exacte, m'avertit-elle. Les gens pouvaient réinitialiser ces horloges. Les batteries mouraient, les réglages se perdaient. J'appréciais sa prudence, même si elle m'effrayait aussi. L'espoir était plus facile quand il était vague. Une fois que nous commencerions à tester, nous pourrions découvrir qu'il n'y avait rien à l'intérieur de la cassette, à part des murs flous et l'anniversaire oublié d'une enfant. Je trouvais le DVD familial officiel dans un placard au-dessus du réfrigérateur. Ma mère en avait donné des copies à tout le monde des années auparavant, bien avant que je ne comprenne pourquoi elle considérait certains souvenirs dignes d'être préservés et d'autres qu'il valait mieux taire. Le disque était étiqueté avec l'écriture soignée d'Evelyn, son 62e anniversaire, 2 avril 2015. Nora le chargea dans mon ordinateur portable. La vidéo commençait avec des nappes blanches, des fleurs de supermarché et ma mère feignant de ne pas aimer être filmée. Colin apparaissait, portant un plateau de boisson. Je passais en arrière-plan, les cheveux attachés en un chignon lâche, l'air plus jeune et plus fatigué que dans mon souvenir. Puis, Aaron entra dans le champ. Mon souffle se coupa. Il portait la chemise vert foncé que je lui avais achetée le Noël précédent. Ses cheveux étaient encore épais et noirs sur les tempes. Il se pencha pour dire quelque chose à Nora, alors âgée de 6 ans, qui se couvrit aussitôt la bouche pour rire. Le son était étouffé par la musique que quelqu'un avait ajoutée lors de la conversion du DVD. Nora se rapprocha de l'écran. « C'est la première fois que je le vois bouger, dit-elle. » Je la regardai. « Tu as vu d'autres vidéos ? » « Pas depuis que je suis petite. » La différence comptait. Les photos avaient permis à ma famille de réduire Aaron à un visage.
Le mouvement restaurait ses habitudes, la façon dont il roulait une épaule quand il avait mal au dos, sa manière de vérifier si le verre de Nora était trop près du bord de la table, son regard qui me cherchait à travers la pièce après que quelqu'un l'avait fait rire. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous ne parla. La vidéo officielle montrait le dîner, la préparation du gâteau et quelques conversations animées. Aaron restait près de l'entrée du salon jusqu'à une scène où lui et Colin semblaient avoir des mots tendus. L'image sautait alors. Un instant, la télévision en arrière-plan montrait un match de basket. L'instant d'après, plusieurs membres de la famille revenaient du sous-sol tandis qu'un bandeau météo disparaissait de l'écran. Aaron n'était plus là. Je mis le DVD en pause. Que s'est-il passé entre ces plans, demanda Nora. L'alerte à la tempête, c'était grave. Il y a eu une veille de tornade une bonne partie de l'après-midi. Plus tard, les sirènes ont retenti, et ta grand-mère a fait descendre tout le monde au sous-sol. Papa est venu avec nous? Ma bouche s'assécha. Je ne me souviens pas. C'était une réponse honnête, mais elle sonnait faible, même à mes propres oreilles. Je me souvenais d'avoir porté Nora dans les escaliers du sous-sol. Je me souvenais de ses pleurs, car elle détestait les sirènes. Je me souvenais de mon beau-père luttant pour se déplacer rapidement à cause de son genou malade. Autour de ces fragments flottaient d'autres souvenirs, répétés si souvent que je ne savais plus si j'y avais assisté. Aaron s'est mis en colère. Aaron est parti. Aaron est revenu plus tard. Ces phrases appartenaient à la voix de ma mère, à celle de Colin, et finalement à la mienne. Nora vérifia la barre de progression du DVD, puis revint en arrière jusqu'au saut. 14 minutes, dit-elle. Quoi? La vidéo avance de 14 minutes. Je fixai le chiffre. Peut-être que celui qui a fait le DVD a supprimé l'alerte à la tempête parce qu'il ne s'est rien passé. Peut-être. Elle n'accusa personne. Sa retenue rendait le silence plus lourd. Le lendemain après-midi, elle emprunta une ancienne unité de transfert du laboratoire multimédia de son école, avec la permission de son professeur. Nous l'avons installée sur la même table de cuisine où elle faisait autrefois ses devoirs d'orthographe pendant que j'attendais les appels d'Aaron en PCV depuis la prison. Nora inséra la cassette mini-DV et lança le transfert. L'image apparut en petits blocs de couleur avant de se résoudre en une vue basse et de travers du salon de ma mère. Le son grésillait. La moitié du cadre était occupée par le bord d'une bibliothèque. La main d'une enfant couvrit l'objectif, puis la voix d'Aaron se fit entendre, plus chaude et plus proche que dans mon souvenir, « Garde tes doigts en bas, ma chérie. Sinon, tous les films mettront ton pouce en vedette. » La petite Nora de 6 ans éclata de rire. La caméra bascula sauvagement jusqu'à ce que le visage d'Aaron apparaisse, vu d'en bas. « Tu as 45 minutes sur cette cassette, dit-il. Utilise-les sagement. Je peux filmer mamie quand elle ouvre ses cadeaux? Tu peux filmer tout ce que tu veux, tant que tu ne la fais pas tomber dans le gâteau. » Nora, aujourd'hui, arrêta le transfert. Sa main resta sur le clavier. Il me l'a donné ce soir-là. J'hochai la tête, incapable de parler. Elle relança la cassette. Pendant les minutes qui suivirent, nous avons regardé la fête du point de vue d'une enfant de 6 ans. Des chaussures traversaient le cadre. Des adultes se penchaient pour lui demander si elle faisait un film. Elle enregistra la moitié inférieure de la table, le chien de la famille mendiant de la nourriture et une longue dispute entre deux cousins à propos du glaçage. Vers 19h35, la caméra se stabilisa sur une étagère. On pouvait entendre la jeune Nora demander à quelqu'un quand le gâteau serait servi. Ses pas s'éloignèrent, mais la caméra continua d'enregistrer. L'angle était imparfait, mais plus large que celui de la vidéo officielle. Il captait la majeure partie du salon, une partie du couloir, le porte-manteau et les portes vitrées du vaisselier de ma mère. Je l'ai oublié, demanda Nora. Tu as dû. Elle vérifia la progression du transfert. Elle ne s'est jamais arrêtée. Nous avons regardé en silence. Aaron traversa la pièce plusieurs fois. Colin apparut près du porte-manteau, bien que son corps fût partiellement caché par le mur du couloir. Dans le vaisselier, un reflet sombre se déplaça vers les manteaux suspendus. Nora se pencha, mais l'image reflétée était trop petite pour identifier ce qu'il faisait. « Tu peux agrandir ça ?» demandai-je. « Je peux, mais ça va perdre en détail. Je ne veux pas inventer quelque chose juste parce qu'on s'attend à le voir. » Elle nota leur sans tirer de conclusion. Peu de temps après, Colin disparut de la pièce. Personne ne le commenta.
La fête continua, et la caméra enregistra des fragments ordinaires qui avaient autrefois semblé trop insignifiants pour être retenus. Aaron aida mon beau-père à s'asseoir dans son fauteuil. Il déplaça le verre de Nora, l'éloignant du bord de la table. Il s'accroupit pour redresser le pied lâche de l'étagère de la caméra lorsque l'image commença à pencher. Le match de basket disparut de la télévision. Une carte météo remplit l'écran. Une tonalité d'alerte retentit. Tous les muscles de mon dos se contractèrent. Le message défila en bas de l'écran, avertissant les habitants de se rendre à un étage inférieur et de s'éloigner des fenêtres. Les voix s'élevèrent. Les enfants commencèrent à poser des questions. Ma mère dirigea tout le monde vers le sous-sol. Nora mit l'image en pause et activa l'affichage des données de la caméra. Le chiffre dans le coin indiquait 20h12. Cette horloge pourrait encore être fausse, me rappela-t-elle. Je fis un signe de tête vers la télévision. L'alerte n'a pas été enregistrée, elle était en direct. Si la chaîne l'a archivée, on peut vérifier l'heure exacte. La cassette continua. Je me vis porter la petite Nora vers la porte du sous-sol, un de ses bras agrippé autour de mon cou. Plusieurs membres de la famille nous suivirent. Pas Aaron. Il resta dans le salon avec mon beau-père, l'aidant à se lever. Lorsque l'homme plus âgé ne put descendre les escaliers du sous-sol, Aaron l'installa dans le fauteuil le plus solide, ferma les rideaux et les éloigna tous les deux des fenêtres. L'horodatage avançait. 20h15, 20h16. À 20h18, l'alerte météo défilait toujours à l'écran. Aaron restait dans le champ. Il s'agenouilla devant la petite fille que je portais quelques instants plus tôt, après que je l'eus apparemment remontée pour qu'elle prenne ses chaussures. Il lui refit le lacet qui s'était défait, puis se tourna vers moi et dit quelque chose que le caméscope capta à peine, « Elle va trébucher si on doit bouger vite. » Je retins mon souffle. L'hôpital se trouvait à 24 minutes de la maison de ma mère par une nuit claire. Le rapport de police indiquait que le badge de maintenance d'Aaron avait ouvert le couloir de service à 20h18. Pendant 11 ans, ces chiffres avaient vécu dans des parties distinctes de mon esprit. L'un appartenait à un dossier d'hôpital, l'autre à une soirée familiale que j'avais laissé d'autres personnes se remémorer à ma place. Maintenant, ils occupaient le même écran. Nora fit avancer la vidéo, image par image. Les mains d'Aaron serraient le nœud de la petite basket blanche. Derrière lui, l'alerte à la tornade continuait de défiler à la télévision. Elle leva les yeux de l'écran vers moi, le visage pâle et complètement immobile. Maman, papa étaient là. Pendant plusieurs secondes, je ne pus que fixer l'image figée d'Aaron lassant la chaussure de Nora. La télévision derrière lui montrait une carte météo rouge, et l'horodatage du caméscope indiquait 20h18. C'était la minute exacte où son badge de maintenance avait ouvert un couloir de service à l'hôpital. J'avais répété ce fait si souvent au fil des ans qu'il s'était durci pour devenir plus qu'une simple preuve, il faisait partie de la façon dont je percevais mon mari. Et là, je le regardais, à 24 minutes de l'hôpital, agenouillé près de notre fille, sans jamais avoir quitté le champ de la caméra. Nora ouvrit les archives numériques de la chaîne de télévision locale. Le site web avait conservé les bulletins météo des tempêtes majeures, y compris l'alerte à la tornade de cette nuit-là. Elle trouva la grille des programmes et la compara avec la télévision visible dans sa vidéo. L'alerte commençait à 20h12 et se terminait à 20h26, exactement comme le montrait l'enregistrement. Les gestes du présentateur, les comptés surlignés sur la carte et même une brève interruption du son correspondaient, image par image. Quel que soit l'heure réglée sur le caméscope, la télévision nous donnait une horloge indépendante. J'entrai l'adresse de ma mère et celle de l'hôpital dans un plan en ligne. Le trajet le plus rapide était de 24 minutes dans des conditions de circulation normales, et la tempête n'aurait pas pu l'accélérer. Aaron ne pouvait pas avoir quitté le salon après 20h12, atteint l'hôpital à 20h18, utilisé son badge et être revenu avant la fin de l'alerte. Nous n'avions pas besoin de calculer un aller-retour ou de prouver où se trouvait qui que ce soit d'autre pendant ces 14 minutes. La vidéo établissait un fait physique simple, Aaron ne pouvait pas être la personne qui utilisait son badge à l'hôpital, car il se trouvait dans la maison de ma mère à ce moment-là. Nora repoussa sa chaise et commença à faire les 100 pas à côté de la table de la cuisine. « Il faut envoyer ça à la police, dit-elle. Tout de suite. Avant que quiconque puisse dire qu'on l'a inventé. » Elle attrapa son téléphone, mais je posai ma main sur le sien. La dernière chose que je voulais était de la faire taire à nouveau. Pourtant, poster un clip compressé en ligne pourrait donner à Colin exactement ce dont il avait besoin.
Les gens débattraient du montage, de l'horloge de la caméra et de la raison pour laquelle la vidéo était apparue après 11 ans. La cassette originale importait plus que l'excitation d'exposer une seule image. On ne sait pas comment les preuves doivent être traitées, lui dis-je. Si ça peut aider ton père, on doit le faire avec précaution. Nora retira sa main, et pendant un instant, je vis dans son visage le ressentiment familier. Les adultes avaient utilisé la prudence comme un autre mot pour la lâcheté tout au long de son enfance. Je comprenais pourquoi elle ne me faisait pas confiance. Je promis que nous ne cacherions pas la cassette, que nous n'attendrions pas pour le confort de ma mère, et que nous ne demanderions pas la permission de Colin. Nous allions d'abord tout regarder, préserver l'original, puis trouver quelqu'un qui savait comment rouvrir un dossier de condamnation à tort. Nora retourna au début de l'enregistrement. Cette fois, nous ne sommes pas allés directement à l'alerte à la tempête. Nous avons regardé chaque angle maladroit et chaque conversation banale, dès l'instant où son moi de 6 ans avait posé le caméscope sur l'étagère. À 19h39, Colin traversa le couloir et s'arrêta près du porte-manteau. Son corps était partiellement caché, mais le vaisselier en face de lui reflétait le mouvement de ses mains. Nora agrandit l'image, juste assez pour voir une petite forme rouge entre ses doigts. Elle porta la main à sa bouche. C'est le porte-clés de papa. Je regardai de plus près et reconnus la lanière usée de cuir rouge, poinçonnée de manière inégale avec 3 étoiles de travers. Nora l'avait fabriqué lors d'un atelier de bricolage en première année. Aaron l'avait gardé même après que le cuir avait commencé à se fendre autour de l'anneau métallique, car il lui disait que les choses faites à la main méritaient d'être utilisées, pas protégées dans des tiroirs. Dans le reflet, Colin retira les clés de la poche du manteau d'Aaron. Il plongea ensuite plus profondément dans le manteau et en sortit un badge rectangulaire attaché à un clip rétractable. L'image devenait floue chaque fois que Nora l'agrandissait, mais la séquence restait claire. Colin regarda vers la salle à manger, retira la veste de maintenance sombre d'Aaron du porte-manteau, la plia sur son bras et sortit par la porte de côté. L'horodatage indiquait 19h40. Il était parti plus d'une demi-heure avant que le badge d'Aaron n'ouvre le couloir de l'hôpital. Personne dans la pièce ne sembla le remarquer, car on disposait les assiettes à gâteaux et ma mère appelait les gens dans la salle à manger pour les photos. Nous avons continué à regarder pendant l'alerte à la tornade. Aaron resta visible durant les 14 minutes. Il aida mon beau-père à s'éloigner des fenêtres, stabilisa une lampe lorsque le vent fit trembler la maison, et resserra les lacets des baskets de Nora. À un moment, il regarda directement la télévision et répéta le nom d'un comté voisin. Sa réaction correspondait à la diffusion en direct. Ce n'était pas un vieux clip placé à côté d'un horodatage ultérieur, c'était un moment continu, se déroulant en temps réel. L'enregistrement redevint banal après 20h26. Certains membres de la famille revinrent du sous-sol. Mon moi plus jeune monta des couvertures à l'étage en se plaignant que la tempête avait gâché les bougies du gâteau. Aaron resta dans le salon, irrité mais présent. Puis, vers 20h47, la porte arrière s'ouvrit. Colin entra par le passage de la cuisine, la veste d'Aaron pliée sous son bras. La manche droite présentait une déchirure fraîche près du poignet, et une ligne de tissu pâle était visible à travers le matériau sombre. Ma mère apparut au bord du couloir. Elle regarda vers les escaliers du sous-sol, puis vers moi dans la salle à manger. Le microphone du caméscope capta sa voix sous les conversations environnantes, remets-la en place avant que Monica ne le remarque. Colin remit la veste sur le porte-manteau. Sa main bougea près de la poche, et un instant plus tard, le porte-clés rouge capta brièvement la lumière avant de disparaître à l'intérieur. Nora mit la vidéo en pause. Elle savait que je ne pouvais pas répondre avec certitude sur ce que ma mère savait, mais je ne pouvais plus prétendre qu'elle n'avait rien vu. Elle avait regardé Colin rendre une propriété qui appartenait à Aaron et lui avait dit de la remettre en place avant que je ne le remarque. 11 ans plus tard, elle avait regardé Colin éloigner la chaise de Nora de la table familiale et m'avait demandé de ne pas rendre les choses plus difficiles. Les deux moments ne semblaient plus séparés. Nous avons continué à regarder, car j'avais besoin de savoir si chaque souvenir de cette nuit avait été faux. Vers 20h55, Colin s'approcha d'Aaron et lui dit quelque chose à propos de l'hôpital qui découvrait enfin qui causait des problèmes. Les épaules d'Aaron se raidirent. Colin sourit et fit une autre remarque, trop basse pour que le caméscope la capte. Aaron repoussa sa chaise, me dit qu'il avait besoin d'air et sortit en colère par la porte d'entrée. Cette partie était réelle. Aaron avait quitté la fête furieux, exactement comme ma famille l'avait toujours dit. Mais il était parti à 20h55, 37 minutes après que son badge ait été utilisé à l'hôpital.
Quelqu'un avait pris un événement authentique et l'avait déplacé dans le temps jusqu'à ce qu'il corresponde au crime. Mon estomac se noua si violemment que je dus baisser la tête entre mes genoux. Je me souvenais d'Aaron sortant. Je me souvenais de Colin disant qu'il était parti plus tôt. Je me souvenais de ma mère répétant la même séquence jusqu'à ce que l'heure s'attache au mauvais moment. Ce ne sont pas juste des gens qui ont oublié, dit Nora. Sa voix avait perdu son urgence pour devenir effroyablement calme. Quelqu'un a construit l'histoire autour de ce qui s'est réellement passé plus tard. Je regardais de nouveau Colin prendre les clés, le badge et la veste. Ces mots à la table d'anniversaire me revinrent, nos enfants ne s'assoient pas avec la fille d'un condamné. Jusqu'à cet instant, je n'avais entendu que du mépris dans cette phrase. Maintenant, j'entendais de la peur. Garder Nora honteuse de son père l'avait également empêché de chercher la vérité sur lui. Mon téléphone sonna avant que l'une de nous ne décide quoi faire. Le nom de Colin s'afficha. Nora et moi nous sommes regardés, et j'ai répondu sur haut-parleur sans lui dire qu'elle était à côté de moi. Il ne demanda pas comment la cassette de la fête avait été conservée, si nous avions trouvé quelque chose, ou pourquoi je n'avais pas répondu à ses messages précédents. Il resta silencieux assez longtemps pour que je l'entende respirer. Puis il dit, « S'il te plaît, ne donne pas cette vidéo à la police. » Je m'agrippai au bord de la table. « Quelle vidéo, Colin ?» Il hésita, et quand il parla à nouveau, sa voix avait pris le ton mesuré qu'il utilisait avec les donateurs et les familles de son programme de désintoxication. Il dit que Nora était contrariée, que les vieilles horloges de caméra n'étaient pas fiables, et que les enregistrements d'enfance pouvaient être facilement mal interprétés. Il m'avertit de ne pas détruire des vies en transformant un désaccord familial en accusation criminelle. Je lui demandai comment il savait que l'enregistrement avait un rapport avec la police. Il ignora la question et me dit que je laissais un moment désagréable à l'anniversaire de maman tout empoisonné. Puis il raccrocha. Un message arriva moins d'une minute plus tard, m'accusant de déchirer la famille parce qu'il avait déplacé une chaise. Nora le lut par-dessus mon épaule. Il n'a pas déplacé cette chaise parce qu'il croyait papa coupable, dit-elle. Il l'a déplacée parce qu'il avait besoin que je le croie. Je fermai le message de Colin et ouvris le site web d'une organisation à but non lucratif qui examinait les condamnations à tort. Le formulaire d'admission demandait le nom du condamné, le numéro de dossier, le type de nouvelle preuve et si la source originale existait toujours. Ma main tremblait en entrant les informations d'Aaron, mais je ne m'arrêtai pas. La réponse arriva tard dans la soirée, d'une avocate nommée Léa Grant. Elle se disait prête à examiner une copie de l'enregistrement et à nous parler de la préservation de l'original. Son message ne contenait aucune promesse qu'Aaron serait innocenté, ni aucune affirmation spectaculaire que nous avions résolu l'affaire. La première phrase sous son introduction était plus prudente que Nora ne le souhaitait et plus pleine d'espoir que je ne le méritais, un horodatage peut lancer une affaire, mais il ne peut pas la conclure. Léa Grant appela le lendemain matin, alors que Nora et moi étions encore assises à la table de la cuisine. Le caméscope restait entre nous, mais aucune de nous n'y toucha. Après la réaction de Colin, la cassette ne ressemblait plus à un vieil enregistrement de famille, elle ressemblait à quelque chose qui pouvait être endommagé par une simple manipulation négligente. Léa apparut sur l'écran de mon ordinateur portable, depuis un bureau étroit bordé de dossiers. Elle écouta sans interrompre pendant que Nora expliquait comment elle avait trouvé la cassette, l'avait transférée avec du matériel scolaire et avait fait correspondre l'alerte à la tempête à la télévision avec les archives de la diffusion locale. Puis Léa posa des questions qui firent s'effriter la certitude que nous avions ressentie la veille. L'horloge du caméscope avait-elle déjà été réinitialisée? Quelqu'un aurait-il pu mettre l'enregistrement en pause? La copie numérique était-elle compressée? Le reflet dans le vaisselier pouvait-il identifier Colin assez clairement pour quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré? La cassette originale était-elle restée en notre possession depuis 2015? Nora répondit honnêtement à chaque fois. Elle ne prétendit pas que l'image était plus nette qu'elle ne l'était, ni ne revendiqua une expertise technique qu'elle n'avait pas. Quand Léa eut terminé, elle se pencha plus près de la caméra et dit que l'horodatage seul ne suffirait pas à innocenter Aaron. Les vieilles horloges de caméscope pouvaient être changées, et un fichier copié pouvait être contesté. Le reflet montrait un comportement suspect, mais la suspicion n'était pas une preuve. Je sentis l'espoir de la nuit précédente commencer à s'effondrer. Donc, ça ne veut rien dire? Je n'ai pas dit ça, répondit Léa. La cassette contient peut-être un alibi vérifiable, mais nous avons besoin de l'enregistrement original, de la caméra qui l'a fait, de la diffusion météo, des registres d'accès de l'hôpital.
Un indice lance le travail, il ne le termine pas. Elle me demanda de lui montrer la cassette mini DV sans la retirer de son boîtier. Je la tins près de la caméra de l'ordinateur pendant que Nora lui montrait le caméscope et le matériel de transfert. Léa nous dit de ne rien enregistrer par-dessus, de ne pas nettoyer la bande, d'ouvrir la cassette ou de faire des montages supplémentaires. Elle s'arrangerait pour que l'original soit envoyé directement à un spécialiste de la préservation des médias qui pourrait documenter son état et créer une copie médico-légale. Puis, elle expliqua quelque chose que j'avais eu peur de demander. Son organisation était une clinique juridique à but non lucratif, liée à une faculté de droit et financée par des subventions. Parce que la cassette originale existait toujours et que l'alerte météo offrait un moyen indépendant de vérifier l'alibi, ils étaient disposés à faire un examen initial du cas d'Aaron, pro bono. Je n'aurais pas à trouver de l'argent pour un avocat privé spécialisé dans les recours post-condamnatoires avant que quiconque n'accepte de regarder les preuves. Le soulagement s'accompagna de honte. Je possédais un petit atelier de retouche et vivais prudemment, d'un mois sur l'autre. Pendant des années, le coût de la réouverture du dossier d'Aaron avait été une excuse de plus que j'utilisais quand je voulais croire que rien ne pouvait être fait. Léa balaya cette excuse en moins d'une minute. Elle demanda les coordonnées actuelles d'Aaron. Je fixai la ligne blanche sur le formulaire, bien que je connaisse son numéro par cœur. Il vivait dans une ville à plusieurs heures de route, réparant de petits moteurs de bateaux et des machines industrielles. Nous n'avions parlé que quelques fois cette année, principalement au sujet des documents scolaires de Nora ou des formulaires d'assurance maladie qui portaient encore nos deux noms. Vous avez besoin de son consentement avant d'aller plus loin, dit Léa. C'est sa condamnation et sa vie. Trouver de nouvelles preuves ne donne à personne d'autre le droit de décider comment il doit les utiliser. Je savais qu'elle s'adressait à Nora et à moi, mais les mots résonnèrent différemment pour chacune de nous. Nora voulait que le nom de son père soit lavé. Je voulais une chance de corriger quelque chose que j'avais contribué à briser. Aaron pourrait ne vouloir ni l'un ni l'autre, si cela signifiait rouvrir les pires années de sa vie. Après la fin de l'appel, Nora emporta la cassette dans sa chambre pour l'emballer exactement comme Léa l'avait indiqué. Je restais à la table avec le numéro d'Aaron sur mon téléphone. J'avais répété des excuses à son intention pendant 11 ans, mais chaque version avait centré ma culpabilité plutôt que sa perte. Il répondit après la 6e sonnerie. Le bourdonnement de machine derrière lui cessa brusquement. Monica. Entendre mon nom dans sa voix rendit les années qui nous séparaient physiques. Je lui dis que Nora avait trouvé un deuxième enregistrement de l'anniversaire de ma mère, un qui n'avait jamais été inclus dans le DVD familial. J'expliquai l'alerte à la tempête, l'heure d'accès à l'hôpital et les images continues le montrant à l'intérieur de la maison. Il ne répondit pas quand j'eus fini. J'entendis un outil métallique posé sur un établi, puis le lent soupir de son souffle. Finalement, il demanda, qui a la cassette? Nous. Une avocate s'occupe de la préserver. Une avocate? Une clinique pour les condamnations à tort. Ils examinent le cas sans nous faire payer. Sa voix se durcit. Nous. Le mot me fit réaliser avec quelle facilité je m'étais de nouveau placé à ses côtés. Ils examinent ton cas. Nora et moi avons trouvé les preuves, mais Léa a dit que rien ne bougerait sans ta permission. Aaron resta silencieux si longtemps que je vérifiais si l'appel avait été coupé. Quand il parla, la colère dans sa voix était assez contenue pour faire plus mal que des cris. Tu as trouvé 14 minutes, dit-il. J'ai perdu 11 ans. Je sais. Non, Monica. Tu sais qu'il y a une cassette. Ce n'est pas la même chose. Je fermai les yeux. Il me rappela qu'il avait passé des mois en détention préventive avant d'accepter l'accord de plaidoyer. Le procureur avait menacé de plus de 10 ans de prison s'il allait au procès et perdait. Son badge avait ouvert le couloir de l'hôpital, sa veste correspondait à la silhouette sur la caméra, des médicaments avaient été trouvés dans son véhicule de service. Sa propre femme avait signé une déclaration disant qu'il avait quitté la fête en colère avant le cambriolage. Nora était revenue dans la cuisine sans que je m'en aperçoive. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte en entendant la dernière phrase. Aaron continua avant que je puisse répondre, « Pourquoi crois-tu une caméra maintenant, alors que tu n'as pas pu me croire à l'époque ?» Il n'y avait aucune réponse honnête qui me protégerait. Je lui dis que notre mariage était déjà tendu. Il avait caché la dispute disciplinaire avec son responsable parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Je savais qu'il avait crié sur les administrateurs de l'hôpital à propos d'une serrure cassée près de la réserve de médicaments. Lorsque les drogues furent trouvées dans son véhicule,
toutes les inquiétudes que j'avais eues à propos de son tempérament semblèrent soudain devenir des preuves. Maman a dit que tu étais parti avant l'alerte, admis-je. Colin a dit la même chose. Je me souvenais de toi sortant en colère plus tard, et j'ai laissé leur certitude remplacer la partie dont je ne me souvenais pas, tu l'as signée. Oui. Nora entra complètement dans la pièce. Son visage changea en comprenant que ce n'était pas simplement un autre détail de l'affaire. Je ne lui avais jamais dit que ma déclaration avait contribué à transformer la colère d'Aaron à 20h55 en une absence à 20h18. Aaron demanda si Nora écoutait. Je lui dis que oui. Sa voix s'adoucit légèrement quand il prononça son nom, mais il ne demanda pas à lui parler. Il était encore en train de décider si ce nouvel espoir était un autre danger. Avant de raccrocher, il mentionna quelque chose qu'il avait dit à son avocat commis d'office des années auparavant. La quantité de médicaments que l'hôpital prétendait avoir été volés n'avait jamais eu de sens en tant qu'événement unique. Pendant sa détention, il avait entendu dire qu'un employé de l'inventaire pensait que les pertes s'étaient accumulées sur plusieurs mois. « Tu te souviens de son nom ?» demandai-je. Owen Bennett. Sa signature était sur l'un des résumés d'inventaire. Mon avocat a essayé d'obtenir le rapport complet, mais l'hôpital a fourni une version révisée. Aaron me rappela également qu'il avait déposé 2 demandes de maintenance concernant la serrure de la zone de stockage. Le loquet pouvait être forcé si quelqu'un savait déjà où le mécanisme se coinçait. Ces avertissements avaient plus tard été utilisés pour soutenir qu'il savait comment entrer dans la pièce. Léa avait dit qu'un alibi vérifiable pourrait rouvrir la question de savoir où se trouvait Aaron. Un rapport d'inventaire montrant des mois de perte pourrait changer entièrement la question. Le cambriolage n'était peut-être pas le début du vol, il aurait pu être monté de toutes pièces pour faire passer des manques plus anciens pour le crime d'une seule nuit. Après qu'Aaron eut accepté que Léa examine le dossier, il mit fin à l'appel sans me remercier ni promettre de reparler. Il nous avait donné la permission d'examiner l'affaire, pas la permission de revenir dans sa vie. Nora resta près de la porte, les yeux fixés sur l'ordinateur portable où Léa avait déjà envoyé un lien sécurisé contenant plusieurs documents du dossier public du tribunal. L'un d'eux portait mon nom. Elle ouvrit la déclaration sous serment avant que je puisse l'arrêter. Ma signature apparaissait sous un paragraphe attestant qu'Aaron avait quitté la maison de ma mère en colère avant l'alerte d'urgence et était absent pendant l'heure estimée de l'effraction à l'hôpital. Je pensais que je confirmais ce dont tout le monde se souvenait, dis-je. Nora leva les yeux. Papa t'avait dit qu'il était là. Oui. Et tu as cru grand-mère à la place. Je voulais expliquer la pression, l'épreuve dans le véhicule, les mois de peur, et la façon dont ma mère pouvait transformer l'incertitude en désobéissance. Chaque explication sonnait comme une tentative d'atténuer mon choix. Ils l'ont piégé, dit Nora, la voix tremblante, mais tu les as aidés à rendre ça crédible. Je ne le niais pas. Je lui dis que j'avais été effrayé, en colère et désespéré que quelqu'un simplifie les faits. Evelyne avait offert une version dans laquelle Aaron nous avait trahi et le reste de la famille nous avait protégés, Nora et moi. Je l'avais accepté, car croire que mon mari nous avait fait défaut me semblait plus facile que d'admettre que ma mère et mon frère étaient capables de le détruire. Nora ferma la déclaration. Le claquement de l'ordinateur était léger, mais il portait plus de jugement que tout ce qu'Aaron avait dit. Avant de laver le nom de papa, me dit-elle, j'ai besoin de savoir à quel point tu l'as aidé à lui voler sa vie. Nora ne m'adressa plus la parole ce soir-là. Elle emporta la photocopie de ma déclaration dans sa chambre et ferma la porte, me laissant seul avec l'enregistrement, la colère d'Aaron, et la connaissance que ma signature avait contribué à transformer un mensonge en condamnation. Au matin, j'avais à peine dormi, mais Colin avait déjà commencé à façonner une autre version de la vérité. Mon téléphone se remplit de messages de parents qui avaient ignoré Nora à la fête d'anniversaire. Une tante demanda si Nora avait modifié les images pour un projet scolaire. Un cousin me rappela que les vieilles horloges de caméscope pouvaient être réinitialisées par n'importe qui. Le fils aîné de Colin écrivit que son père avait consacré sa vie à aider des familles détruites par la dépendance et ne méritait pas de voir sa réputation ruinée à cause d'une vidéo d'enfance. La formulation était trop similaire pour être une coïncidence. Chaque personne prétendait me contacter en privé, mais il répétait les 3 mêmes idées, Nora savait comment monter des vidéos, j'étais en colère à cause de la chaise, et Colin était attaqué parce qu'il avait réussi. Puis ma mère appela. Je laissai sonner 2 fois avant de répondre. Colin essaie de protéger tout le monde, dit Evelyne. Elle ne demanda pas comment Nora allait, ni si l'enregistrement montrait Aaron à la maison. Tu laisses ta fille transformer une remarque cruelle en une campagne contre son oncle.
Il m'a demandé de ne pas donner la vidéo à la police parce qu'il sait ce que les accusations publiques peuvent faire. Son programme de désintoxication dépend de la confiance. Le mariage d'Aaron aussi. Ma mère se tut un instant, puis baissa la voix. Tu dois cesser de confondre la culpabilité et le chagrin, Monica. Tu as fait des choix il y a 11 ans. Le fait que Nora trouve une cassette ne les efface pas, elle savait exactement où frapper. Si elle pouvait faire passer ma culpabilité pour la preuve que j'agissais de manière irrationnelle, elle n'aurait pas à aborder ce que la vidéo montrait. Je lui dis que je ne discuterai pas de la cassette avec elle, puis je mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse me rappeler combien de personnes dépendaient de Colin. Nora descendit après avoir entendu ma voix. Elle posa son téléphone sur la table et me montra une publication que Colin avait partagée sur la page des réseaux sociaux de son organisation. Il ne nous nommait pas, mais il écrivait sur le danger des familles utilisant des souvenirs modifiés pour punir les personnes qui avaient reconstruit leur vie. En dessous, d'anciens clients louaient son honnêteté et le qualifiaient d'homme qui avait passé des années à se dresser entre les personnes vulnérables et les accusations destructrices. Il se fait passer pour la victime, dit Nora. Il fait passer la vidéo pour un faux avant même que quelqu'un en dehors de la famille ne la voie. Elle ouvrit le clip qu'elle avait transféré de la cassette mini DV. Alors, on montre à tout le monde. On poste tout, y compris l'alerte météo et le moment où il prend les clés de papa. Laissons les gens décider qui ment. Son doigt flottait au-dessus du bouton de téléchargement. Je comprenais la fin derrière cette décision. Pendant 11 ans, d'autres personnes avaient parlé d'Aaron pendant que Nora restait silencieuse. Poster la vidéo lui donnerait des centaines de témoins en quelques minutes. Cela signifierait aussi céder le contrôle de la preuve à des inconnus qui pourraient la recadrer, la compresser, la republier hors contexte ou la transformer en un débat sur la capacité d'une jeune de 17 ans à manipuler de vieilles images. Non, dis-je. Son expression se durcit. Tu le protèges encore. Je protège la cassette. C'est ce que tu dis toujours. Attends, sois prudente, n'aggrave pas les choses. Elle répétait chaque leçon que ma mère m'avait enseignée, et je détestais que ma décision sonne si similaire. Je m'éloignais de l'ordinateur pour qu'elle puisse voir que je n'essayais pas de le lui prendre. Si on met ça en ligne, Colin dira que le fichier a été modifié avant que quiconque n'examine l'original. Que les gens nous croient pendant une semaine, ce n'est pas la même chose qu'un tribunal acceptant ce qui s'est passé. Je veux que le nom de ton père soit changé dans les registres. Pas défendu dans une section de commentaires. Nora regarda vers le caméscope. Et si le tribunal fait ce que tout le monde a fait? Alors on se battra, avec l'original toujours intact. Elle n'était pas d'accord, mais elle ferma la fenêtre de téléchargement. Le mouvement fut assez sec pour me dire qu'elle obéissait au processus, pas qu'elle me pardonnait. Cette distinction importait. Pour une fois, j'étais prête à laisser ma fille être en colère si cette limite protégeait quelque chose de plus important que mon confort. Léa appela avant midi. Les déclarations publiques de Colin ne la surprirent pas. Elle dit que discréditer la personne qui avait trouvé la preuve était plus facile que d'expliquer la preuve elle-même. La réponse la plus sûre n'était pas de se disputer avec chaque membre de la famille, mais de documenter ce qui avait été dit, de préserver le média original et d'éviter de décrire publiquement des détails que seules les personnes impliquées connaîtraient. Elle s'arrangea pour que la cassette mini DV et le caméscope soient examinés par un spécialiste de la préservation des médias qui travaillait avec sa clinique. Le spécialiste photographierait la cassette, documenterait son état physique, créerait une copie de travail bit par bit et inspecterait l'enregistrement à la recherche d'arrêts, de coupures ou d'ajouts ultérieurs. Léa précisa que cela ne prouverait pas que Colin avait commis le vol, mais cela pourrait établir que la cassette n'avait pas été modifiée après que Nora l'eut enregistrée. Nous avons emballé la cassette selon les instructions de Léa. Nora écrivit la date et l'heure sur le formulaire de preuve, puis me regarda signer sous son nom. Nous avons placé la cassette originale dans un boîtier de protection, l'avons scellée dans une enveloppe inviolable et l'avons remise au transporteur assuré que Léa avait organisé. Le caméscope voyagea dans un conteneur rembourré séparé, afin que le spécialiste puisse tester l'affichage des données et examiner si l'horloge interne avait été modifiée. Ne dites à personne où elle se trouve, dit Léa. Pas à votre mère, pas à Colin, pas à un parent qui se prétend neutre. À partir de maintenant, toute personne posant des questions sur l'original doit m'être adressée. Après le départ du coursier, la cuisine parut étrangement vide. Nous avions toujours la copie de travail numérique sur le disque dur externe de Nora et le DVD familial, mais l'objet que tout le monde craignait n'était plus dans notre maison.
Nora regarda par la fenêtre jusqu'à ce que la camionnette de livraison disparaisse. Au moins, ils ne pourront pas dire qu'on l'a changé après aujourd'hui, dit-elle. Ce n'était pas un pardon, mais c'était la première fois depuis la lecture de ma déclaration qu'elle utilisait le mot « on ». Je récupérai le DVD familial dans le placard et examinai l'étiquette plus attentivement. L'écriture d'Evelyne indiquait la date de l'anniversaire en haut, mais sur le bord inférieur, presque caché sous l'anneau en plastique, quelqu'un avait écrit la date de conversion, 6 semaines après l'arrestation d'Aaron. Je montrai à Nora. Ce n'a jamais été l'original. Elle tourna le disque vers la lumière. Mamie l'appelait la copie familiale. Elle a laissé tout le monde croire que la copie contenait tout. La distinction était assez subtile pour passer inaperçue pendant 11 ans, et assez grande pour changer ce que la famille avait accepté comme un fait. Colin envoyait aux parents un DVD créé après l'arrestation et l'appelait l'enregistrement original. Il ne défendait pas un vieux souvenir, il défendait un produit modifié. Je pris en photo l'étiquette et envoyai les images à Léa. Puis, j'arrêtai de répondre aux messages de la famille. Chaque défense que je tapais donnait à Colin une autre phrase à déformer, et chaque dispute me maintenait dans le rôle que ma mère préférait, la fille effrayée demandant à être crue. Tard cet après-midi-là, Evelyne appela de nouveau. Sa voix semblait fragile, mais je l'avais déjà entendue feindre la fragilité auparavant. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Des lettres qu'Aaron a envoyées de prison. » Ma main se crispa sur le téléphone. Pendant des années, ma mère avait insisté sur le fait qu'Aaron écrivait rarement et avait finalement cessé d'essayer de contacter Nora. Aaron m'avait dit le contraire, mais à l'époque, je ne croyais presque plus rien de ce qu'il disait. Combien de lettres? Je ne sais pas. Il y a une boîte. Colin la gardait parce qu'il pensait que Nora était trop jeune pour les lire. Nora était entrée dans la pièce et avait entendu assez pour comprendre. Son visage perdit sa colère un instant, remplacé par l'expression d'une enfant attendant quelque chose qui aurait dû arriver des années plus tôt. « Apporte-les ici, dis-je. »« Je ne peux pas. Pas avant qu'on ait parlé. Il y a des choses que tu dois comprendre sur cette nuit-là, et je veux te les dire avant que ça ne détruise ce qu'il reste de la famille. » Je ne faisais plus confiance à ses larmes ni à son timing. Elle nous avait ignorés jusqu'à ce que la cassette originale quitte nos mains, puis avait soudainement trouvé des lettres et une confession. Pourtant, je ne pouvais pas raccrocher alors qu'il existait une possibilité qu'Aaron ait passé des années à écrire à une fille qui le croyait oublié. Nora murmura qu'elle voulait y aller. Puis elle me regarda droit dans les yeux et ajouta, « Si elle ment encore, je pars. » Je me fiche de ce qu'elle promet. « On partira ensemble, lui dis-je. » Avant de nous rendre chez Evelyne, je transférai son message à Léa et lui dis où nous allions. Nora sauvegardea la copie numérique, déconnecta le disque dur externe et le laissa à côté du vieux DVD familial sur la table de travail. Le boîtier vide du caméscope était à proximité, mais la caméra elle-même était partie chez le spécialiste avec la cassette scellée ce matin-là. Je vérifiai la porte arrière, fermai les fenêtres et verrouillai la porte d'entrée derrière nous. À l'intérieur de la maison silencieuse, le disque dur et nos notes restaient bien en vue. L'enregistrement mini-DV original était déjà hors de portée de Colin, et seule Nora, Léa et moi savions où il était parti. Ma mère ouvrit la porte avant que Nora et moi n'atteignions le perron. Evelyne avait enlevé son rouge à lèvres et ses yeux étaient rouges sur les bords, mais je ne pouvais pas dire si elle avait pleuré ou si elle s'était préparée à en avoir l'air. Elle serra Nora dans ses bras sans demander la permission, puis la maintint assez longtemps pour que ma fille se raidisse. « Je ne veux plus qu'on se fasse de mal, » dit-elle en nous conduisant dans le salon. Cette famille a assez survécu. Rien dans la pièce n'avait changé depuis son anniversaire. Les décorations dorées avaient disparu, mais la chaise que Colin avait éloignée de Nora était toujours contre le mur. Ma mère ne l'avait pas remise à table. Nora la vit aussi. Son regard y resta fixé pendant qu'Evelyne nous demandait si nous voulions du thé. Je lui dis que nous n'étions pas venus pour le thé. Nous étions venus pour les lettres d'Aaron. Ma mère s'assit sur le canapé et posa une feuille de papier pliée sur la table basse. C'était une photocopie, pas une enveloppe. L'écriture d'Aaron traversait la page en lettres capitales sombres que je reconnus immédiatement. Nora s'en saisit avant que je ne puisse le faire. La copie ne contenait que la partie centrale d'une lettre. Il n'y avait ni date, ni adresse de retour, ni page avant ou après. La majeure partie du paragraphe parlait d'un cours d'éducation en prison et d'un livre qu'Aaron espérait que Nora lirait un jour. Vers le bas, une phrase avait été soulignée à l'encre bleue, « S'il te plaît, dis à Nora que je ne l'ai pas abandonnée. » Nora l'a lu 2 fois.
Ses doigts se resserrèrent sur le papier jusqu'à ce que le bord se plie. « Quand a-t-il envoyé ça ?» demanda-t-elle. Evelyne pressa une main sur sa poitrine. « Il y a longtemps. »« Combien de temps ?»« Tu étais une enfant. Il y avait des choses que tu ne pouvais pas comprendre. » Nora leva les yeux. « Tu m'as dit qu'il avait arrêté d'écrire. » J'ai dit qu'il avait arrêté d'envoyer quoi que ce soit d'approprié pour toi. La distinction était aussi soignée que tout ce que disait ma mère quand elle voulait qu'un mensonge survive au contact de la vérité. Elle n'avait pas nié avoir reçu les lettres d'Aaron, elle avait seulement décidé que Nora ne méritait jamais de savoir qu'elles existaient. « Où sont les autres ?» demandai-je. Evelyne jeta un coup d'œil vers le couloir. Colin à la boîte. Pourquoi Colin aurait-il des lettres adressées à ma fille? Il m'aidait à prendre des décisions sensées. Aaron était en colère, confus et blâmait tout le monde. Colin croyait que ces lettres maintiendraient Nora piégée dans un faux espoir. Nora posa la photocopie à plat sur la table. « Tu veux dire l'espoir que mon père m'aimait encore ?» Le visage de ma mère se crispa. L'espoir qu'un condamné deviendrait soudainement quelqu'un de différent. Je voulais répondre, mais Nora se leva avant que je ne le puisse. Elle fit les 100 pas vers la fenêtre, serrant la copie contre sa poitrine. La pièce lui avait déjà causé plus de douleur que d'information. Pourtant, Evelyne continua de parler de cette voix douce qu'elle utilisait lorsque la cruauté devait paraître responsable. Je demandai pourquoi Colin m'avait appelé dès que nous avions trouvé la vidéo. Ma mère dit qu'il craignait que je ne lance une accusation publique et que je ne détruise le programme de désintoxication. Elle me rappela combien de personnes dépendaient de lui, combien de parents l'appelaient lorsque leurs enfants rechutaient, et à quelle vitesse les donateurs pouvaient abandonner une organisation lorsqu'un scandale éclatait. Il m'a demandé de ne pas la donner à la police, dis-je. Il ne m'a pas demandé de ne pas la mettre en ligne. Evelyne tripota un fil invisible sur sa manche. Les gens disent des choses imprécises quand ils ont peur. De quoi avait-il peur? De tout perdre à cause d'un malentendu. Elle commença à s'excuser, mais aucune de ses excuses ne contenait d'action. Elle était désolée que l'affaire d'Aaron nous ait divisés, désolée que Nora ait grandi en colère, désolée que Colin ait parlé durement à l'anniversaire. Chaque phrase flottait au-dessus des faits sans les toucher. Chaque fois que je demandais les lettres, elle revenait à la famille. Chaque fois que je demandais ce qu'elle avait vu dans la vidéo, elle parlait de la réputation de Colin. Quand Nora demanda si Aaron avait écrit tous les mois, Evelyne proposa de faire des sandwichs. Plus elle retardait, plus je prenais conscience de l'horloge au-dessus de la cheminée. Nous étions là depuis près de 40 minutes. Ma mère n'avait pas l'intention de nous donner la boîte, et elle n'essayait plus de nous persuader de quoi que ce soit. Elle nous gardait dans la pièce. Je me levai. On s'en va. La main d'Evelyne se referma sur mon poignet. Monica, assieds-toi. Il y a encore des choses que tu dois entendre. Alors dis-les maintenant. Ses yeux se déplacèrent vers la fenêtre avant. Le mouvement fut rapide, mais je le vis. Je dégageai mon bras et regardai Nora. Elle était déjà parvenue à la même conclusion. Nous avons laissé la photocopie sur la table une seconde, avant que Nora ne se retourne pour la prendre. Ma mère lui avait déjà volé assez des mots de son père, elle n'allait pas garder la seule page qu'elle avait choisi d'utiliser comme appât. Le trajet de retour dura 12 minutes. Nora cria mon nom lorsque notre maison apparut, car la lumière de la cuisine était allumée. Je savais que je l'avais éteinte avant de partir. La porte d'entrée était toujours verrouillée. À l'arrière, il n'y avait ni vitre cassée ni charnière endommagée, mais la porte était légèrement entr'ouverte. La serrure elle-même n'avait pas été forcée. Ma mère avait gardé un double des clés pendant des années. Je l'avais oublié, car elle avait cessé de nous rendre visite après la condamnation d'Aaron, à moins d'appeler d'abord. La possibilité qu'elle l'ait donnée à Colin me retourna l'estomac avant même que nous n'entrions. Je dis à Nora d'attendre dehors et j'appelai la police. Elle refusa de s'éloigner plus loin que le perron, alors nous sommes restés là jusqu'à ce qu'un officier arrive et inspecte les lieux. Il n'y avait personne à l'intérieur. Au début, la cuisine semblait intacte. Mon portefeuille était à côté du réfrigérateur, l'enveloppe d'argent pour la livraison de tissus de mon magasin était toujours dans un tiroir. L'ordinateur portable de Nora était sur le canapé, et la petite boîte à bijoux dans ma chambre n'avait pas été ouverte. Puis nous sommes entrés dans l'atelier. Le disque dur externe avait disparu. Le caméscope de transfert emprunté à l'école de Nora aussi. La boîte contenant les autres cassettes familiales,
le DVD officiel de l'anniversaire et le carnet dans lequel nous avions noté les horodatage de l'enregistrement. Le boîtier vide de la vieille caméra d'Aaron avait également été pris. Rien d'autre ne manquait. Nora fixa la section vide de la table et commença à ouvrir les tiroirs comme si les objets avaient pu se déplacer d'eux-mêmes. La cassette, dit-elle. Où est la cassette originale? Elle n'est pas là. Son visage s'effondra avant que je puisse expliquer. Tu m'as fait partir. Tu savais que grand-mère mentait, et on y est quand même allé. Je sais. Ils ont tout pris parce que tu avais encore besoin d'entendre son excuse. Elle frappa le côté de la table avec sa paume. La colère ne me surprit pas. Ce qui m'effraya, c'est la rapidité avec laquelle elle se transforma en panique. J'appelai Léa et la mis sur haut-parleur. Elle répondit avant la deuxième sonnerie. Quand je lui dis ce qui avait été pris, elle demanda si le paquet inviolable était parvenu au spécialiste de la préservation. J'ouvris la page de suivi du transporteur, les mains tremblantes. Le colis avait été réceptionné 43 minutes plus tôt. La cassette mini-DV originale et le caméscope d'Aaron sont en sécurité au laboratoire, dit Léa. Le disque volé contenait une copie de travail, pas l'unique copie. Ne touchez à rien d'autre jusqu'à ce que la police ait fini de documenter la pièce. Nora se laissa tomber sur une chaise. Le soulagement n'effaça pas sa colère, mais il lui donna un répit. La sécurité de l'original n'était pas le résultat d'un piège que j'avais habilement tendu à Colin. Nous l'avions envoyé parce que Léa suivait une procédure appropriée. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais traité la prudence comme une forme d'abdication. Ce soir-là, la prudence était la seule raison pour laquelle la vérité existait encore. Je pris des photos de la pièce après que l'officier m'eut autorisé à entrer. Mes années à rédiger des fiches de retouche et à inventorier les vêtements des clients m'aidèrent à lister chaque objet manquant par modèle, couleur, marque distinctive et dernier emplacement connu. L'officier dit que l'absence d'effraction suggérait que quelqu'un avait utilisé une clé, mais il ne pouvait pas accuser mon frère sur la base d'un soupçon familial. Les objets étaient spécifiques, mais la spécificité seule ne prouvait pas qui les avait pris. Nora donna à l'officier une copie du message d'Evelyne nous demandant de venir. Je lui montrai le reçu du transporteur et l'appel antérieur de Colin. Il nota tout sans promettre d'arrestation. Mon téléphone vibra alors qu'il se tenait encore dans l'atelier. Le message venait de Colin, peut-être que maintenant tu comprends pourquoi les vieilles choses devraient rester enterrées. Je montrai l'écran à l'officier. Je n'avais dit ni à Colin, ni à ma mère, ni à aucun parent que nous étions rentrés pour trouver une serrure fracturée, un disque dur manquant ou un atelier vide. Je n'avais rien posté en ligne. La police était à la maison depuis moins de 20 minutes. Colin savait que quelque chose était arrivé aux vieilles choses parce que la personne qui était entrée chez moi n'avait rien pris d'autre. L'officier photographia le message et me demanda de ne pas répondre. J'obéis, bien que chaque partie de moi voulait appeler mon frère et le forcer à expliquer comment un homme qui clamait son innocence connaissait le contenu d'une pièce où il n'avait pas le droit d'entrer. Après le départ de la police, Nora s'assit sur le sol de la cuisine, la lettre photocopiée d'Aaron sur ses genoux. Elle traça la phrase du doigt, puis regarda vers l'atelier vide. Ils n'ont pas seulement fait croire aux gens que papa était coupable, dit-elle. Ils m'ont fait croire qu'il avait choisi de ne pas m'aimer. Je m'assis à côté d'elle. Je ne pouvais pas promettre que nous récupérerions chaque lettre ou que nous réparerions chaque année. Je pouvais seulement lui dire que je ne protégerais plus les gens qui les lui avaient prises. Cette nuit-là, après que Nora fut enfin allée se coucher, ma mère appela de nouveau. J'ai failli ignorer, mais quelque chose en moi avait besoin d'entendre ce qu'elle dirait maintenant que la tentative de Colin de s'emparer des preuves avait échoué. Evelyne ne me salua pas et ne demanda pas si nous étions en sécurité. Sa respiration tremblait à travers la ligne avant qu'elle ne parle. Ce n'est pas Colin qui a coupé la vidéo, dit-elle. C'est moi. Je convins de rencontrer ma mère le lendemain après-midi, mais pas chez elle. Léa connaissait l'heure et le lieu. Nora vint avec moi, et nous choisîmes une table au fond d'un café d'hôtel, où d'autres personnes étaient assez proches pour empêcher une autre représentation privée de se transformer en piège. Evelyne arriva, portant un dossier en cuir contre sa poitrine. Elle paraissait plus petite qu'à son anniversaire, mais j'avais enfin appris que la faiblesse et l'innocence n'étaient pas la même chose. Elle commença sans rien commander. J'ai dit au monteur de supprimer une partie de la vidéo, déclara-t-elle. Colin n'a rien à voir avec ça. La main de Nora se crispa sur la lettre de prison photocopiée qu'elle tenait sur ses genoux. Je demandai à ma mère quelle partie elle avait retirée, et pourquoi.
Evelyne dit qu'Aaron avait bu, crié sur Colin et effrayé Nora. Selon elle, les images manquantes le montraient perdant le contrôle avant de sortir en trombe de la maison. Elle prétendit l'avoir coupé parce qu'elle ne voulait pas qu'une enfant de 6 ans grandisse avec un enregistrement de son père se comportant violemment. L'explication était presque crédible, car elle empruntait des morceaux de l'histoire réelle. Aaron et Colin s'étaient disputés ce soir-là. Aaron était parti en colère plus tard. Notre mariage était tendu, et le tempérament d'Aaron m'avait déjà mise mal à l'aise. Ma mère n'avait pas besoin d'inventer un homme entièrement faux, elle n'avait qu'à déplacer son pire moment à un instant plus utile. Colin n'a jamais su que j'avais changé la vidéo, continua TL. Il croyait que la copie familiale était complète. J'ai pris cette décision seule. Nora la regarda droit dans les yeux. Alors, comment savait-il que nous avions trouvé une autre cassette? Les yeux d'Evelyne se déplacèrent vers la fenêtre. Elle dit que Colin l'avait deviné parce que j'étais devenu hostile après le dîner d'anniversaire. Quand je lui rappelai qu'il m'avait spécifiquement demandé de ne pas donner la vidéo à la police, elle répondit que les gens effrayés parlaient souvent sans réfléchir. Puis, elle tenta d'affaiblir l'enregistrement lui-même. Une enfant aurait pu arrêter le caméscope et le redémarrer. Aaron aurait pu partir pendant une coupure. L'horloge aurait pu être fausse. Le bulletin météo aurait pu être une rediffusion. Ces objections arrivaient trop fluidement pour une femme qui prétendait venir tout juste d'apprendre ce que la cassette contenait. Je ne contestais pas sa version de la nuit. La mémoire m'avait déjà trahi une fois, et je n'allais pas construire un autre dossier sur qui semblait le plus certain. Au lieu de cela, je demandais pourquoi l'audio de l'alerte à la tempête continuait sans interruption pendant qu'Aaron restait dans la pièce. « Tu ne peux pas laisser 14 minutes effacer 11 ans de vérité, dit-elle. La phrase s'installa entre nous. Je n'avais jamais dit à Evelyne que l'intervalle manquant était de 14 minutes. Je ne l'avais dit à aucun parent. La publication publique de Colin ne faisait référence qu'à un vieil enregistrement familial, et le rapport de police du cambriolage n'incluait pas le contenu de la cassette. Nora se pencha en avant. « Comment sais-tu que c'était 14 minutes ?» La bouche de ma mère s'ouvrit, mais aucune réponse n'en sortit. Elle tendit la main vers le verre d'eau et le manqua légèrement, heurtant le bord avec ses doigts. Puis, elle dit qu'elle devait avoir entendu le chiffre de Colin, ce qui ne faisait que déplacer le problème d'un conspirateur à l'autre. Mon téléphone vibra sur la table. Léa avait envoyé le rapport préliminaire du spécialiste de la préservation. La cassette mini-DV originale ne montrait aucune coupure d'enregistrement, pause ou ajout entre 20h12 et 20h26. Le signal audio continu correspondait à l'alerte à la tempête archivée par la chaîne de télévision. Le rapport ne déclarait pas Aaron innocent ni n'identifiait Colin, mais il éliminait la coupure qu'Evelyne venait d'essayer de créer. Je tournai l'écran vers elle. La cassette ne s'est pas arrêtée. Elle y jeta à peine un coup d'œil. Les experts peuvent se tromper. Alors pourquoi as-tu coupé exactement ces 14 minutes de la copie familiale? Son visage se durcit. La mère en deuil disparut, remplacée par la femme qui m'avait appris que la paix familiale signifiait accepter n'importe quelle version qui protégeait Colin. Elle dit qu'elle avait fait ce qui était nécessaire après l'arrestation d'Aaron. La famille était surveillée, on chuchotait sur Nora à l'école, et je fonctionnais à peine. Retirer une scène laide lui avait semblé une clémence. Tu n'as pas retiré une scène laide, dis-je. Tu as retiré son alibi. Evelyne se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. Plusieurs personnes se tournèrent vers nous. Elle baissa la voix et me dit que je détruisais la seule famille encore prête à me reconnaître. Puis, elle laissa le dossier en cuir non ouvert sur la table et sortit. Il n'y avait pas de lettre à l'intérieur. Seulement du papier vierge attendait sous une vieille photo de Nora assise sur les épaules d'Aaron. Ma mère avait apporté l'image de l'amour, pas la preuve de celui-ci. Le temps que Nora et moi rentrions, un email d'un avocat civil attendait dans ma boîte de réception. L'objet l'intitulait « Proposition de résolution familiale privée ». Léa l'examina avec nous par appel vidéo avant que j'ouvre la pièce jointe. Le document ne me demandait pas de détruire des preuves ou de refuser une demande légale de la police ou d'un tribunal. Il offrait des excuses écrites à Nora, la restitution des lettres de prison d'Aaron, et un accord mettant fin aux déclarations publiques des deux côtés. En échange, je devrais reconnaître que l'horodatage du caméscope n'avait pas encore été vérifié judiciairement et accepter de ne pas diffuser les images sur les réseaux sociaux, aux médias, aux donateurs ou aux clients liés au programme de désintoxication de Colin. Une deuxième clause proposait de placer l'enregistrement original sous la garde d'un expert judiciaire neutre,
choisi par les deux parties, pendant une période d'évaluation privée. En surface, cela paraissait prudent et légal. Colin ne demandait pas à son avocat de commettre un crime. Il demandait assez de contrôle pour ralentir la preuve, l'isoler de l'examen public et rendre chaque étape suivante négociable. Nora s'arrêta de lire en arrivant à la promesse de rendre les lettres. Toutes, disait la proposition. Chaque lettre survivante en la possession de Colin serait livrée après la signature de l'accord. Je vis l'espoir traverser son visage avant qu'elle ne puisse le cacher. Ces pages pouvaient contenir des années d'anniversaire, d'excuses, d'explications et la preuve qu'Aaron avait continué à essayer de la joindre. Colin avait trouvé la seule chose que Nora désirait assez fort pour envisager le silence. On pourrait signer la partie sur le fait de ne pas poster, dit-elle. On a déjà décidé de ne pas le mettre en ligne. Léa nous demanda de lire l'annexe avant de prendre une décision. Le premier paragraphe décrivait la preuve contestée comme l'enregistrement mini-DV original, couvrant approximativement de 20h12 à 20h26. Je le relus. Ni Colin ni son avocat n'avaient reçu le rapport du spécialiste. Nous n'avions jamais identifié publiquement le format de la cassette. Ma mère venait de révéler qu'elle connaissait l'intervalle de 14 minutes, et maintenant, la propre proposition légale de Colin nommait à la fois le support exact et la fenêtre de temps exacte. Il sait ce qu'il y a sur l'original, dit Nora. Léa hocha la tête. Ou il sait ce qui a été retiré de l'autre enregistrement. Un message privé de Colin arriva alors que nous étions encore en communication. Il écrivit que si je signais, les lettres seraient rendues et que la cassette n'aurait jamais à devenir un spectacle public. Il ne me menaça pas directement. Il fit quelque chose de plus familier, il offrit de restaurer ce qu'il avait aidé à prendre, mais seulement si je lui permettais de contrôler la vérité. Nora fixa la clause sur les lettres. Et s'il les brûle quand on refuse? Il pourrait, dis-je. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. Alors on perdra à nouveau les mots de papa. Je voulais signer pour elle. Chaque instinct en moi me poussait à accepter le compromis, à récupérer la boîte et à me dire que nous pourrions continuer tranquillement après. C'est ainsi que ma famille m'avait contrôlé pendant des années. Ils n'exigeaient jamais que je choisisse le mal. Ils offraient quelque chose que j'aimais et faisaient paraître la reddition responsable. Je fermai le document. Nous n'échangerons pas le nom de ton père contre ces lettres. Nora se mit à pleurer sans un bruit. Je m'approchai d'elle, mais elle leva une main et demanda de l'espace. Elle comprenait ma décision, mais la compréhension ne rendait pas la perte plus petite. Léa sauvegarda la proposition, l'annexe, les en-têtes de mail et le message de Colin. Le document destiné à nous contenir avait plutôt préservé sa connaissance sous une forme qu'il ne pouvait pas rejeter comme un appel téléphonique mal compris. Avant de terminer l'appel, Léa téléchargea la copie complète de ma vieille déclaration sous serment. Nora l'ouvrit et trouva le paragraphe qu'elle avait déjà vu, cette fois entouré des questions que l'enquêteur m'avait posées. Elle plaça l'ordinateur portable devant moi. « Lila, dit-elle. » J'essayai de commencer en silence, mais elle secoua la tête. À voix haute. Ma voix tremblait en lisant la phrase attestant qu'Aaron avait quitté la maison de ma mère en colère avant l'alerte d'urgence et était resté absent pendant l'heure estimée de l'effraction à l'hôpital. Les mots sonnaient décisifs, comme si j'avais regardé une horloge et l'avais suivi jusqu'à la porte. En réalité, je me souvenais de sa colère et j'avais accepté la chronologie de ma mère. Quand j'eus fini, Nora demanda quelle partie j'avais personnellement vue. Je lui dis que j'avais vu Aaron partir en colère, mais pas avant l'alerte. Je n'avais pas regardé l'heure. J'avais répété ce qu'Evelyne et Colin disaient jusqu'à ce que leur séquence me semble être mon propre souvenir. Alors, corrige-la, dit-elle. Cette fois, je ne demandais pas ce que sa correction pourrait m'apporter. Léa expliqua qu'une déclaration révisée soulèverait des questions sur la raison pour laquelle j'avais signé la première et si j'avais sciemment trompé les enquêteurs. Cela pourrait nuire à ma crédibilité avant de réparer celle d'Aaron. Je lui dis de la préparer quand même. Je n'allais pas laver ma conscience en ne pointant que Colin. Ma fausse certitude avait aidé l'affaire à survivre. La vérité exigeait que je place mon propre échec dans le dossier. Alors que Léa fouillait dans le dossier archivé pour les pièces originales de l'interrogatoire, elle s'arrêta sur un document joint à l'inventaire de l'hôpital. En bas se trouvait la signature d'Owen Bennett. À côté, une note manuscrite indiquait que la quantité manquante n'était pas cohérente avec un événement unique. Léa agrandit la phrase et plaça le rapport à côté du journal d'accès de la nuit du cambriolage. Si Bennett a raison, dit-elle,
le cambriolage n'a pas causé la disparition des médicaments. Le cambriolage a été monté pour les cacher. Léa retrouva Owen Bennett grâce à l'adresse jointe à une ancienne licence professionnelle. Il avait pris sa retraite du service de conformité de l'hôpital 6 ans plus tôt et vivait à 2 comtés de là, mais il se souvenait du cas d'Aaron avant même qu'elle ait fini de le décrire. Son nom figurait déjà sur le document d'inventaire, et Aaron l'avait mentionné lors de notre premier appel. Il n'arriva donc pas comme un témoin miraculeux, il était resté assis dans le dossier tout ce temps, réduit à une signature sous un rapport que quelqu'un d'autre avait réécrit. Nous lui avons parlé par appel vidéo depuis l'arrière-boutique de mon atelier de retouche. Nora était assise à côté de moi pendant que Léa posait les questions. Owen était un homme au visage étroit, aux cheveux argentés, avec les manières prudentes de quelqu'un qui avait passé sa carrière à savoir qu'un chiffre mal placé pouvait coûter leur emploi à des gens. Il nous dit qu'il avait conservé des notes manuscrites de l'audit de 2015 parce qu'il s'opposait à la version finale et craignait qu'on ne le blâme un jour. Le manque n'a pas commencé la nuit du cambriolage, dit-il. C'est la partie qu'il voulait retirer. Les comptages originaux d'Owen montraient que des médicaments sous contrôle disparaissaient en petite quantité sur plusieurs mois. Aucune perte unique n'était assez importante pour déclencher une crise immédiate, mais le schéma devenait visible lorsqu'il comparait les transferts de la pharmacie, les inventaires des étages et les échanges de médicaments entre les équipes. Les écarts apparaissaient le plus souvent les soirs où Colin travaillait, remplaçait une autre infirmière ou gérait les retours après des changements de médication. L'hôpital avait prévu un inventaire formel pour le matin après l'anniversaire de ma mère. Avant que ce comptage ne puisse commencer, quelqu'un est entré par le couloir de service, a perturbé la zone de stockage et a créé ce qui ressemblait à un grand vol unique. La direction a alors ajouté chaque dose manquante des mois précédents à cet incident unique. Il voulait un cambriolage, dit Owen. Un cambriolage signifiait un intrus, une nuit et un rapport d'assurance. Un schéma signifiait interroger le personnel, examiner des mois d'accès, notifier les régulateurs et admettre que l'hôpital n'avait pas réussi à contrôler les stupéfiants. Son superviseur lui ordonna de retirer la phrase disant que les pertes étaient incohérentes avec un événement unique. Owen refusa d'abord, puis on le prévint que l'hôpital l'accuserait d'avoir mal géré l'audit s'il retardait l'enquête. Il signa le résumé révisé, mais garda ses notes originales et une copie de la première feuille de calcul. Léa afficha les 2 rapports à l'écran. La version révisée compressait des mois de médicaments manquant en un seul chiffre à côté de la date du cambriolage. Les notes d'Owen divisaient ce même chiffre en manque répétés. La différence changeait toute l'affaire. Aaron n'avait pas été piégé simplement pour prendre la responsabilité d'un seul vol, les fractions mises en scène avaient été conçues pour effacer un schéma qui pointait vers quelqu'un déjà à l'intérieur de l'hôpital. Léa ouvrit ensuite les rapports de maintenance d'Aaron. 2 mois avant le crime, il avait documenté que le loquet mécanique près du couloir de service pouvait être manipulé si une pression était appliquée à un angle particulier. L'hôpital ne l'a jamais réparé. Après son arrestation, les procureurs utilisèrent le rapport pour soutenir qu'Aaron possédait une connaissance spécialisée de la porte défectueuse. Owen secoua la tête. Il a signalé un danger, et ils ont transformé l'avertissement en preuve contre lui. Colin n'avait eu besoin du badge d'Aaron que pour entrer dans le couloir sans utiliser ses propres identifiants d'infirmier. Une fois à l'intérieur, il pouvait exploiter le loquet défectueux qu'Aaron avait déjà décrit. La caméra de sécurité montrerait une personne dans la veste de maintenance d'Aaron, utilisant la carte d'accès d'Aaron et arrivant dans le véhicule d'Aaron. Pendant ce temps, le propre compte de Colin resterait absent de la piste électronique. Léa disposa les documents par ordre chronologique. Pour la première fois, l'affaire ne ressemblait plus à une collection de détails suspects. Elle devint une action continue. Colin avait détourné de petites quantités de médicaments pendant des mois. L'inventaire à venir menaçait de révéler que les pertes se concentraient autour de ses quarts de travail et de ses échanges de médicaments. Vers 19h40, le soir de l'anniversaire d'Evelyn, il a pris le porte-clés rouge, le badge, la veste et le véhicule d'Aaron. Il a atteint l'hôpital avant 20h18, est entré dans le couloir de service et a mis en scène un vol plus important pour que les pertes antérieures puissent être imputées à un seul événement. Il a placé une partie des médicaments détournés dans la boîte à outils d'Aaron, puis est retourné chez Evelyn vers 20h47. Vers 20h55, Colin a provoqué Aaron pour qu'il parte en colère. Evelyn a plus tard coupé la vidéo continue montrant Aaron à la maison entre 20h12 et 20h26, puis a répété qu'il était parti avant l'alerte, jusqu'à ce que la famille attache sa colère authentique à la mauvaise heure. J'ai repris leur chronologie dans ma déclaration sous serment. Le rapport final du spécialiste des médias arriva alors qu'Owen était encore en communication.
La cassette mini DV originale ne montrait aucune pause, ajout ou réécriture ultérieure pendant la période critique. Ces caractéristiques d'enregistrement correspondaient au caméscope que Nora avait trouvé. L'audio restait continu, et la diffusion de la tornade correspondait à la transmission archivée de la chaîne de télévision. Le spécialiste avait également extrait une image plus nette de Colin revenant par le passage arrière. La déchirure près du poignet de la veste d'Aaron formait une forme étroite et crochue. Léa la compara avec une vieille photo de la scène de crime montrant un loquet en métal tordu à côté de la porte de service de l'hôpital. Une fibre sombre s'était accrochée au loquet. Les enquêteurs originaux avaient documenté la fibre, mais ne l'avaient jamais testée contre la veste, car la veste elle-même était considérée comme une preuve de la présence d'Aaron. La déchirure ne condamnait pas Colin à elle seule, mais elle s'ajoutait au porte-clés, au badge, au véhicule, à la chronologie, au schéma d'inventaire et à l'instruction d'Evelyne de remettre les biens en place avant que je ne le remarque. Quand l'appel se termina, Nora resta à côté de l'ordinateur, fixant la première feuille de calcul d'Owen. Il a choisi papa parce que chaque chose honnête que papa faisait pouvait être retournée contre lui, dit-elle. Aaron avait signalé la serrure cassée, donc il savait comment elle fonctionnait. Il s'était disputé avec la direction, donc il paraissait rancunier. Il était parti de la fête en colère, donc son absence pouvait être déplacée dans le temps. Sa veste, son badge, son véhicule et sa boîte à outils ont fourni à Colin les pièces physiques. Notre mariage en difficulté a fourni à ma famille l'histoire émotionnelle. J'appelais Aaron avant que Léa ne dépose quoi que ce soit. J'expliquais ce qu'Owen avait conservé et comment le cambriolage mis en scène avait caché des mois de vol. Je lui dis que l'expert vidéo avait authentifié l'enregistrement et que la veste déchirée correspondait au loquet de la porte de service. Puis je dis que la seule question qui importait était de savoir s'il voulait que Léa demande le retrait de son plaidoyer et l'annulation de sa condamnation. Il ne répondit pas immédiatement. J'entendais des outils bouger quelque part dans son atelier, suivi d'une porte qui se fermait. Quand il parla enfin, sa voix était stable. Oui. Je veux récupérer mon nom. Je lui dis que Léa aurait besoin de sa signature et de sa coopération. Je ne mentionnais ni Nora, ni notre mariage, ni les années que je souhaitais pouvoir changer. Aaron le fit. Monica, annuler la condamnation ne nous ramènera pas là où nous étions. Je sais. Je travaillerai avec Léa. Je parlerai à Nora quand elle le voudra. Mais ce n'est pas un chemin de retour vers notre mariage. Je comprends. La réponse faisait mal, mais elle lui rendait aussi quelque chose que je lui avais pris 11 ans plus tôt. C'est lui qui choisissait la suite. Je ne décidais plus quelle version de sa vie il devait accepter. Dans l'après-midi, Colin avait publié une déclaration affirmant que je tentais de l'extorquer avec des images familiales modifiées. Il disait que j'avais exigé des lettres, de l'argent et une humiliation publique en échange du silence. Plusieurs partisans locaux partagèrent la publication avant qu'il ne la supprime. Léa en sauvegarda chaque version. Elle conserva également la proposition de règlement privé, son annexe identifiant le format mini-DV et la fenêtre exacte de 20h12 à 20h26, ainsi que les messages de Colin offrant les lettres d'Aaron en échange du contrôle de l'enregistrement. Ces accusations publiques disaient que j'avais inventé une demande, ses propres documents montraient que l'offre venait de lui. Evelyne arriva à mon magasin avant la fermeture. Elle se tenait entre deux portants de robes inachevées et me dit que j'avais encore le temps d'arrêter. Tu choisis un mariage mort plutôt que la famille qui est encore vivante, dit-elle. Aaron est parti il y a des années. Colin est là. Je suis là. Je pliai le vêtement dans mes mains et le posai sur la table de travail. Nora est aussi une famille qui est encore vivante. L'expression de ma mère changea, mais je continuai avant qu'elle ne puisse parler. Tu l'as laissé payer pour ce que Colin a fait. Tu l'as laissé croire que son père l'avait abandonné. Tu l'as regardé déplacer sa chaise parce que la gardée honteuse vous protégeait tous les deux. Evelyne dit que je regretterais d'avoir détruit mon frère. Je lui répondis que la destruction avait commencé lorsqu'elle nous avait appris que l'avenir de Colin importait plus que la liberté d'Aaron et l'enfance de Nora. Elle partit sans un mot de plus. Léa déposa la requête avec l'autorisation d'Aaron, en joignant le rapport vidéo authentifié, les archives météo, les notes d'audit originales, les plaintes de maintenance, la proposition de Colin. Ces messages privés et mon avis que j'avais l'intention de corriger ma vieille déclaration sous serment. Le tribunal n'effaça pas la condamnation ce jour-là. Il accepta la requête pour examen et fixa une audience de présentation des preuves. Ce soir-là, je restais seul à ma table de cuisine, la déclaration révisée ouverte devant moi.
Pendant 11 ans, je m'étais dit que j'avais signé la première déclaration parce que j'étais confuse. Les nouvelles preuves me forçaient à admettre que la confusion n'était qu'une partie de l'histoire. J'avais aussi accepté le souvenir qui exigeait le moins de courage de ma part. Je posai mes doigts sur le clavier et écrivis la première ligne, le souvenir que j'avais juré être le mien m'a été donné par ma mère. Le matin de l'audience de présentation des preuves, Aaron était assis de l'autre côté de la salle d'audience. Léa lui avait réservé une chaise près de notre table, mais il en choisit une derrière son avocat. La distance n'était que de quelques mètres, mais elle contenait 11 ans de visite en prison qui n'avaient jamais eu lieu, de lettres que Nora n'avait jamais reçues et d'une déclaration portant ma signature. Nora était assise à côté de moi, les deux mains jointes sur ses genoux. Elle avait demandé si le juge déclarerait Colin coupable ce jour-là, et Léa l'avait corrigé gentiment. Cette audience n'était pas le procès de Colin. Le tribunal décidait si la condamnation et le plaidoyer de culpabilité d'Aaron pouvaient encore tenir après que les preuves qui les soutenaient étaient devenues peu fiables. Cette distinction importait. Nous n'étions pas là pour exiger une punition avant une enquête, nous étions là pour rendre son nom à un homme. Léa commença par la cassette mini DV. Elle expliqua où Nora l'avait trouvée, comment nous avions transféré une copie de travail, et quand l'original scellé avait quitté notre garde. Le spécialiste de la préservation décrivit la réception du colis, la photographie de la cassette et de la caméra, la documentation de leur état et la création d'une copie médico-légale sans altérer l'original. Le procureur demanda si l'horodatage du caméscope aurait pu être modifié. Le spécialiste convint que oui. Pendant une terrible seconde, je sentis la vieille certitude se refermer sur Aaron. Puis elle expliqua pourquoi l'affaire ne dépendait pas de l'horloge de la caméra. La cassette contenait un audio continu, sans pause, ajout ou réécriture. La télévision dans le salon d'Evelyne montrait une alerte à la tornade en direct, préservée dans les archives de la chaîne. L'alerte commençait à 20h12 et se terminait à 20h26. Les mots du présentateur, les comtés surlignés sur la carte et les changements dans la diffusion correspondaient à l'enregistrement en temps réel. L'hôpital se trouvait à environ 24 minutes de la maison d'Evelyne. Le badge d'Aaron a ouvert le couloir de service à 20h18, tandis qu'Aaron restait visible à côté de la télévision, lassant la chaussure de Nora. Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent alors que l'enregistrement apparaissait sur un grand écran. À 19h40, le reflet de Colin bougeait dans la vitrine. Il retirait le porte-clés en cuir rouge, le badge de maintenance et la veste d'Aaron, puis sortait par la porte de côté. L'image était imparfaite, mais le porte-clés fait main de Nora brillait assez clairement pour l'identifier. À 20h12, l'alerte à la tornade commençait. Aaron aidait le mari d'Evelyne à s'éloigner des fenêtres et restait dans le salon au fil des minutes. À 20h18, alors que son badge était utilisé à l'hôpital, il était agenouillé devant notre fille. Personne dans la salle d'audience ne parla pendant que la petite Nora de 6 ans se plaignait que son lacet était trop serré. Aaron le desserra, refit le nœud et lui dit qu'elle trébucherait si la famille devait bouger rapidement. À 20h47, Colin revenait par le passage arrière, la veste d'Aaron pliée sous son bras. Le poignet droit était déchiré. Evelyne regardait vers la salle à manger et disait « Remets-la en place avant que Monica ne le remarque ». La vidéo continua jusqu'à près de 20h55, lorsque Colin s'approcha d'Aaron et provoqua la dispute que ma famille utilisa plus tard contre lui. Aaron repoussa sa chaise et sortit par la porte d'entrée. L'événement dont je me souvenais s'était produit, l'heure que je lui avais attaché, non. Owen Bennett témoigna ensuite. Il plaça ses notes d'inventaire originales à côté du rapport révisé de l'hôpital et expliqua que des médicaments sous contrôle avaient disparu en petite quantité sur plusieurs mois. Les pertes survenaient souvent autour des quarts de travail que Colin effectuait, remplacés où il gérait les retours de médicaments. L'inventaire formel de l'hôpital était prévu pour le lendemain de l'anniversaire d'Evelyne. Le cambriolage mis en scène a permis à la direction de combiner des mois d'écart en un seul grand vol. Owen témoigna qu'un superviseur lui avait ordonné de retirer la phrase indiquant que les quantités manquantes étaient incohérentes avec un événement unique. Aaron parla ensuite du loquet défectueux de la porte de service. Il l'avait signalé 2 fois, car une pression appliquée à un certain point pouvait neutraliser la serrure mécanique. Après son arrestation, ces rapports de maintenance ne furent plus traités comme la preuve que l'hôpital ignorait un problème de sécurité, ils devinrent la preuve qu'il savait comment entrer. Le procureur demanda pourquoi Aaron avait accepté un plaidoyer de culpabilité s'il était innocent. Il décrivit des mois de détention préventive, les drogues découvertes dans son véhicule, le registre du badge, la silhouette floue portant sa veste et ma déclaration le plaçant loin de la fête.
Ils m'ont dit que je pouvais prendre 5 ans, dit-il, ou risquer plus de 10 ans et perdre ce qui restait de l'enfance de ma fille. Ses yeux se déplacèrent brièvement vers Nora, mais n'atteignirent jamais les miens. Puis Léa m'appela. Je me dirigeai vers la barre des témoins, portant la déclaration révisée que j'avais écrite et réécrite jusqu'à ce qu'aucune phrase ne me permette de me cacher derrière ma mère. Après avoir prêté serment, Léa me demanda ce que j'avais personnellement vu la nuit du crime. J'ai vu Aaron quitter la fête en colère, dis-je. Je ne l'ai pas vu partir avant l'alerte à la tornade. Je n'ai pas regardé d'horloge. Elle demanda pourquoi ma déclaration originale disait le contraire. Ma mère et mon frère ont répété qu'Aaron était parti avant l'alerte. Je me souvenais de la dispute qui a eu lieu plus tard, et j'ai laissé leur certitude décider où elle appartenait. Le procureur me rappela que j'avais signé la déclaration volontairement. J'en convins. Personne n'avait tenu ma main sur la page. Personne n'avait menacé Nora dans cette salle d'interrogatoire. J'avais été effrayé par les preuves, en colère contre les secrets qu'Aaron me cachait, et soulagé que ma mère offre une version où le danger venait de l'extérieur de notre famille. Je regardais vers le juge et me forçais à finir. J'ai répété son souvenir jusqu'à le confondre avec le mien. De l'autre côté de l'allée, Nora baissa la tête. Je ne pouvais pas dire si elle pleurait, mais je comprenais que me voir admettre la vérité n'effaçait pas ce que ma première déclaration lui avait coûté. Léa ne me demanda pas d'expliquer davantage. Ma responsabilité ne diminuait pas parce que quelqu'un d'autre avait conçu le mensonge. Après une suspension de séance, le procureur revint et reconnut que l'affaire initiale ne pouvait plus être défendue avec confiance. L'alibi d'Aaron pendant l'effraction à l'hôpital était soutenu de manière indépendante, le schéma de vol précédait le cambriolage, et les anciennes preuves impliquant son badge, sa veste. Son véhicule et ses connaissances en maintenance semblaient maintenant pouvoir avoir été délibérément assemblés. L'État ne s'opposa pas à la demande d'Aaron de retirer son plaidoyer et d'annuler la condamnation. Le juge ne fit pas de discours dramatique. Elle examina les conclusions, accorda la motion et ordonna au greffier de commencer le processus requis pour corriger le dossier d'Aaron. L'enquête sur Colin, Evelyne, le récent cambriolage chez moi et la gestion de l'audit de l'hôpital se poursuivraient séparément. Quelques phrases mirent fin à la force juridique d'une condamnation qui avait façonné chaque jour de l'enfance de Nora. Quand l'audience se termina, les gens se levèrent autour d'Aaron, lui offrant des poignées de main et des félicitations discrètes. Il remercia Léa et parla avec son avocat. Il ne se tourna pas vers moi, et je ne traversai pas la pièce pour exiger qu'il reconnaisse ce que j'avais fait. À l'extérieur du palais de justice, Colin sortit de derrière une rangée de journalistes. Il paraissait plus mince qu'à l'anniversaire d'Evelyne, et son calme poli avait disparu. « Tu as détruit un programme qui sauve des vies », me lança-t-il. « Sais-tu combien de personnes perdront de l'aide à cause de toi? Tu as construit ce programme sur un homme que tu as laissé aller en prison. J'ai fait des erreurs quand j'étais malade. Prendre de la drogue était une erreur. Tu aurais pu l'admettre. Piéger Aaron était une décision. Voler les preuves 11 ans plus tard en était une autre. » Colin jeta un coup d'œil à Nora, s'attendant peut-être à ce qu'elle baisse les yeux comme à la fête. Elle soutint son regard jusqu'à ce qu'il détourne le sien. Léa nous rejoignit avant qu'il ne puisse s'approcher davantage. Elle l'informa que la proposition de règlement, l'annexe identifiant la cassette mini-DV et l'intervalle exact de 14 minutes, ses messages privés et les preuves du cambriolage chez moi avaient été transmis aux enquêteurs. Elle nous dit aussi que le conseil d'administration de son organisation l'avait suspendu en attendant un examen. Plusieurs parents qui avaient répété les affirmations de Colin avaient déjà contacté Léa une fois que la vidéo était devenue partie intégrante du dossier judiciaire. Leur confiance commençait à se fissurer. Certains se souvenaient que Colin avait quitté la fête tôt. D'autres admettaient qu'Evelyne leur avait demandé de dire qu'Aaron était parti avant l'alerte. L'histoire familiale n'était plus à elle de l'arranger. Aaron descendit seul les marches du palais de justice. Sa condamnation avait été annulée, mais il se tenait comme un homme quittant une autre institution qui lui avait pris quelque chose qu'elle ne pouvait pas lui rendre. Il passa devant moi sans une étreinte ni un mot. Nora le regarda atteindre le trottoir, puis courut après lui. Je restai près des portes, car ce moment leur appartenait. Elle s'arrêta à plusieurs mètres et lui demanda s'il dînerait avec elle. Pas toutes les semaines, pas comme une promesse qu'il pourrait récupérer son enfance, et pas comme une preuve qu'il m'avait pardonné. Juste un repas, où ils pourraient s'asseoir l'un en face de l'autre, sans avocat, sans mur de prison, ni la version de ma famille de lui entre eux. Aaron regarda sa fille longuement, puis hocha la tête une fois. « Un dîner, dit-il.
sans promesse. 4 mois après l'audience, Aaron reçut l'ordonnance du tribunal confirmant que sa condamnation avait été annulée et son plaidoyer retiré. L'État commença à corriger les dossiers qu'il avait suivis à travers les candidatures d'emploi, les formulaires de logement, les vérifications d'antécédents et chaque pièce où quelqu'un cherchait son nom avant de décider quel genre d'homme il était. Il n'y eut pas de chèque qui l'attendait à la sortie du tribunal, ni d'excuses officielles qui pourraient lui rendre 11 ans. Chaque correction exigeait un autre formulaire, une autre copie certifiée et une autre explication de la raison pour laquelle un dossier qui n'aurait jamais dû exister apparaissait encore dans une base de données. Aaron gérait la plupart de ses démarches par l'intermédiaire de Léa. Il ne me demanda pas d'aide, et je respectais cette limite. L'enquête sur Colin avançait plus lentement. Les détectives examinaient les fractions chez moi, le matériel manquant, l'utilisation du double de clé de ma mère et le message qu'il avait envoyé avant que quiconque en dehors de la police ne sache ce qui avait été pris. Les enquêteurs examinaient également sa proposition de règlement privé, la fenêtre exacte de 14 minutes listée dans son annexe et les anciens dossiers de l'hôpital. Personne ne nous promit une accusation ou une peine particulière. Certains faits s'étaient produits 11 ans plus tôt, et chaque question juridique comportait des règles sur les preuves et les délais de prescription que je ne prétendais pas comprendre. Ce qui restait clair, c'est que les actions présentes de Colin avaient créé une nouvelle piste. Il avait essayé de s'emparer des preuves, de contrôler les témoins et d'échanger les lettres d'Aaron contre notre silence, bien après qu'il aurait pu prétendre que la panique ou la dépendance avait obscurci une terrible nuit. L'organisation de désintoxication retira Colin de son conseil d'administration et effaça son nom de sa page de direction. Plusieurs donateurs suspendirent leur soutien jusqu'à ce qu'un examen indépendant soit terminé. D'anciens clients débattirent publiquement pour savoir si le bien qu'il avait fait devait importer plus que le mal qu'il avait causé. Je ne me joignis pas à ces débats. Colin avait aidé certaines personnes à reconstruire leur vie. Cette vérité n'annulait pas ce qu'il avait fait à Aaron. D'une certaine manière, elle rendait ses choix plus difficiles à excuser. Il avait passé des années à parler de seconde chance tout en refusant à Aaron sa première chance d'être cru. Ma mère livra finalement 3 boîtes au bureau de Léa. 2 contenaient les lettres d'Aaron à Nora, la plupart encore scellées. La 3e contenait de vieilles photos de famille, des copies de documents judiciaires et des notes de la main d'Evelyne, listant les parents qui devaient dire qu'Aaron était parti avant l'alerte à la tornade. Son avocat dit qu'elle coopérait. Le fait que cette coopération réduirait une quelconque conséquence n'était pas à moi de décider. Le plus grand changement avait déjà eu lieu, Nora et moi ne laissions plus Evelyne définir la mémoire familiale ou le pardon pour nous. Quelques parents appelèrent Nora après que la vidéo fût devenue partie intégrante du dossier public du tribunal. Une tante s'excusa d'avoir baissé les yeux quand Colin avait déplacé la chaise. Une cousine admit qu'elle avait cru que la condamnation lui donnait la permission de ne pas poser de questions. Le fils aîné de Colin envoya un message plus long, disant qu'il avait honte de ce que son père avait dit à l'anniversaire. Nora lut chaque excuse et ne répondit qu'à celle qu'elle choisit. Ma mère appela 2 fois. Nora ne répondit pas. Je dis à Evelyne que tout contact ne se ferait que si Nora le demandait, et que les excuses ne pouvaient pas être utilisées comme des invitations à revenir dans sa vie. Ma mère m'accusa de monter ma fille contre elle. Pour la première fois, je ne me justifiais pas. Léa me donna les 3 boîtes après les avoir cataloguées pour l'enquête. Je les conduisis à l'atelier d'Aaron un samedi matin gris. Il me rejoignit dehors, à côté d'un moteur de bateau à moitié réparé, s'essuyant les mains pleines de graisse avec un chiffon. Les boîtes remplissaient la majeure partie de ma banquette arrière. Il les fixa avant de me regarder. Ce sont toutes les lettres ? Toutes celles qu'Evelyne a rendues. Il ouvrit la boîte du dessus et souleva une enveloppe. L'adresse d'enfance de Nora était écrite sur le devant, suivie de l'année de ses 8 ans. Le timbre n'avait jamais été oblitéré, car Evelyne avait intercepté certaines lettres via le processus de correspondance familiale de la prison avant qu'elles ne soient envoyées. D'autres avaient été livrées chez elle après que j'avais déménagé et avaient simplement disparu dans un débarras. Je ne les ai pas lues, dis-je. Elles vous appartiennent, à toi et à Nora. Aaron reposa l'enveloppe avec précaution. Tu aurais pu les lui apporter. Je pensais que cette décision devait être la tienne. Il étudia mon visage comme s'il attendait la demande cachée sous le geste. Je ne lui demandais pas de me pardonner, de me remercier ou de croire que rendre les lettres nous remettait à égalité. Après un moment, il hocha la tête et commença à porter les boîtes à l'intérieur. Avant que je parte, il me dit qu'il avait déjeuné avec Nora 2 fois. Le premier repas avait été principalement silencieux. Pendant le second,
Elle lui avait montré des photos de l'école et expliqué comment elle voulait étudier la préservation des médias après le lycée. Il admit qu'il ne savait presque rien de la personne qu'elle était devenue. « Tu peux apprendre, dis-je. J'essaie. » C'est tout ce qu'il offrit, et c'était suffisant. Nora et moi étions encore en train de réparer notre propre relation. Elle ne m'évitait plus, mais certaines questions subsistaient entre nous. Un soir, alors que nous trions des copies des lettres d'Aaron à la table de la cuisine, elle plaça ma vieille déclaration à côté de la version corrigée. « Je n'ai pas oublié ça, dit-elle en touchant ma première signature. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Elle posa ses doigts sur la deuxième déclaration. Mais j'ai vu ce que tu as fait après avoir su la vérité. Ces mots ne sonnaient pas comme un pardon, et je ne les transformais pas en plus que ce qu'elle voulait dire. C'était la reconnaissance que la femme qui avait signé la première déclaration et la femme qui l'avait corrigée étaient toutes les deux sa mère. Je devrais vivre assez honnêtement pour qu'elle puisse décider laquelle façonnerait notre avenir. Au cours des semaines suivantes, Aaron rencontra Nora dans des lieux ordinaires. Ils prirent un café dans un restaurant près de son école, se promenèrent dans une librairie d'occasion et visitèrent le lac où il lui avait autrefois appris à jeter du pain aux canards. Parfois, il rentrait en riant. D'autres fois, Nora revenait silencieuse, car Aaron avait manqué une histoire, un professeur ou une version d'elle qu'aucune explication ne pouvait recréer. Il ne prétendit jamais que ces années n'avaient pas eu lieu. Quand Nora mentionnait un souvenir d'enfance qu'il ne partageait pas, il posait des questions au lieu d'inventer une familiarité. Quand elle se mettait en colère, il n'exigeait pas de gratitude parce que son nom avait été lavé. Il permettait à leur relation d'être maladroite, ce qui était plus honnête que la réunion instantanée qui leur avait été refusée à tous les deux. Aaron et moi ne nous parlions que lorsque c'était nécessaire. Nous discutions de Nora, des dossiers juridiques et des lettres. Nous ne discutions pas de nous remettre ensemble ou de finaliser le divorce. L'audience avait corrigé une condamnation, pas réparé un mariage. Pendant des années, j'avais cru que la guérison signifiait tout ramener à la façon dont c'était avant. Maintenant, je comprenais que l'ancien arrangement faisait partie de ce qui nous avait fait défaut. Je ne pouvais pas reconstruire le foyer qu'Aaron avait perdu en lui demandant de revenir au même endroit. Je pouvais seulement m'assurer que personne à l'intérieur de ma maison n'était tenu d'accepter un mensonge au nom de la paix. Nora l'invita à dîner vers la fin de l'été. Elle ne prévoyait pas de célébration et n'en parla pas à la famille élargie. Elle me demanda de faire du poulet avec des pommes de terre au romarin, car c'était l'un des rares repas qu'elle se souvenait qu'Aaron avait cuisiné avant son arrestation. Je mis 3 couverts sur notre petite table de cuisine et résistai à l'envie de donner à la soirée une importance qu'elle n'avait pas. Aaron arriva, portant un sac en papier d'une boulangerie. Il se tint juste à l'intérieur de la porte, dans une chemise de travail propre, les mains vides après m'avoir donné le sac. Pendant un instant, aucun de nous ne sut s'il fallait se serrer la main, s'embrasser ou prétendre que l'incertitude n'était pas là. Nora s'avança et le serra dans ses bras la première. Aaron la tint avec précaution, comme s'il craignait que fermer ses bras trop fort ne brise la permission qu'elle venait de lui donner. Quand ils se séparèrent, j'apportai la nourriture à table. Aaron nous suivit dans la cuisine, puis s'arrêta. Il y avait 3 chaises, mais il les regarda comme si chacune appartenait à une vie à laquelle il n'avait pas été invité. L'une était en face de Nora, une autre près de moi. La 3e restait légèrement à l'écart de la table, car je l'avais déplacée plutôt en balayant. Il ne demanda pas où s'asseoir. Nora remarqua son hésitation. Elle attrapa la chaise à côté d'elle, l'éloigna de la table et la tourna vers lui. Les pieds en bois raclèrent doucement le sol. Le son me ramena à l'anniversaire de ma mère, mais tout ce qu'il signifiait avait changé. « Tu n'as pas besoin de savoir comment être mon père ce soir, » dit Nora. « Assieds-toi juste avec moi. » Aaron posa une main sur la chaise. Son visage se crispa, et il baissa les yeux jusqu'à ce qu'il puisse maîtriser sa voix. Puis, il s'assit à côté de sa fille. Je pris la place en face d'eux. Je ne me rapprochai pas, n'expliquai pas le moment, ni ne leur demandai ce que cela signifiait pour demain. Nora ouvrit le sac de la boulangerie. Aaron se plaignit qu'elle avait choisi la seule tarte qu'il n'avait jamais aimée, et elle lui répondit qu'il avait 11 ans d'opinion manquée à rattraper. Leur rire fut hésitant au début, puis plus facile. Nous ne sommes pas redevenus une famille complète ce soir-là. Nous sommes devenus 3 personnes, assises à la même table, sans un mensonge, décidant qui y avait sa place. Cette fois, personne n'a éloigné la chaise.